Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Acropolis. Ah, je suis tout rouge. Je suis en train de cuire. C'est parce que t'étais pas prêt quand on a préparé l'émission. C'est pas vrai, j'étais là. J'étais là, j'ai pas bougé. Salut Non. Sylvain, ça va? En vrai, j'ai essayé des trucs. Bonjour, Non, ça va et toi? ouais, mais parce que hier on a fait des réglages et tout avec Arnaud, et du coup maintenant qu'on a augmenté le shutter speed, ah non, ça fait toujours du vert quand je bouge ma main comme ça. Oui, mais on va faire des réglages. On va faire ça bien, on va faire ça bien. On a trouvé des nouvelles pistes Ouais, pistes. on progresse, on progresse. Ah, t'es toujours en train de flotter. Ouais, je suis en train de flotter. Oh, non, c'est bon? Ouais, non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ah non, tu Ouais, c'est flottes. marrant. Il y a un petit liseré en dessous. Pardon, excusez-nous, on fait des réglages. On fait comme Pardon, chez laissez la police faire son travail. nous. C'est X ou Y? C'est Y. Voilà. C'est X, Y, ouais, c'est Y. Bonjour! Bonjour à tous, salut les copains, bonjour les pas copains, enfin tout le monde quoi. Bonjour à tous. Bonjour le chat. Bonjour le chat en fait. Salut à tous. Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver. On est mercredi, on est le 30 mai 2018. Il fait beau, il fait chaud, mais nous on est au fond d'une cave pour commenter les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale à partir de 15 h. Voilà, comme tous les mardis et tous les mercredis depuis maintenant 3 ans. C'est fou. Environ. Environ. Ouais, bientôt 3 ans. À 600 000 QSG près. Pardon. Pas de conseil des ministres aujourd'hui. Non, pas de conseil des ministres. Et le conseil des ministres, c'est une. Enfin, pas de conseil des ministres. Si, il y a bien eu un conseil des ministres ce matin. Il y a même eu un séminaire Il y a même eu un gouvernemental. séminaire gouvernemental. Moi, quand j'entends parler de séminaires, j'ai toujours l'impression des séminaires d'entreprise où on finit bourré avec le chef de la compta, avec la cravate sur la tête, en train de danser et tout. T'as pas souvent fait des séminaires d'entreprise, toi? Non. Ouais. Pas suffisamment, faut croire. Et ouais, non, il y a bien conseil des ministres le mercredi matin, mais on ne fait plus les conférences de presse des conseils des ministres le mercredi matin sur Acropolis, parce que c'est très aléatoire en termes de date. Il arrive assez souvent que le conseil des ministres saute le mercredi. C'est très peu intéressant d'un point de vue éditorial parce que les sujets qui sont abordés en conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, c'est les mêmes sujets qu'on retrouve à la séance de questions d'actualité au gouvernement 2 heures plus tard. Et nous, c'est très chronophage en termes de temps, et du temps, on en manque beaucoup en ce moment. Donc, pour toutes ces raisons, on a décidé d'un peu laisser tomber cette émission-là. Mais de toute façon, on vous l'avait dit, hein, qu'on essayait juste de voir si elle était intéressante ou pas. Et puis les sujets sont souvent retraités l'après-midi dans les QSG, donc de toute C'est façon. exactement ce que j'ai dit. Mais à chaque fois, tu sais que je ne t'écoute pas. Mais je sais. T'as vu quand même la différence de teinte entre toi et moi? Oui. Moi j'ai bonne mine, toi tu m'as l'air livide, Sylvain. Il faut prendre le soleil un peu de temps en temps. Voilà. Est-ce que tu comprends pourquoi je suis fatigué? 3 ans, je savais pas que vous aviez commencé il y a si longtemps. Mais si, été 2015. Enfin tu portes ta couleur politique sur ta tronche. Ah, ça se voit, je le savais qu'Acropolis était des gauchistes. Là, pour le coup, Orange, tu pas tellement gauchiste. Je suis pas orange. Je fais beaucoup plus bronzé, parce que si vous saviez, hein, si vous me connaissiez, vous verrez, je suis livide. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. C'est mieux comme ça? Je suis jaune là. Ah, je fais pas l'eau. Hein. Est-ce que les sujets sont retraités? Ça résume bien le corps électoral français. Ah, très très bonne blague, Charles Maurice. D'autant qu'aujourd'hui, on va parler des EHPAD. Encore une fois, n'est pas coutume, j'ai envie de te dire. Voilà. Tu es couleur Trump. Voilà, parfait. Bon, et vous, comment ça va? Genre, t'as bossé en entreprise? Non. Le seul truc privé que j'ai fait, c'est l'associatif. C'est mieux là, non? Les couleurs. Je sais pas. Écoute, je te laisse faire. À ce point-là, à ce niveau-là, je te laisse faire. Moi, je demande au chat surtout en fait. Ah bah d'accord. As-tu déjà pensé à interroger Lé Nguyen, chaîne Science for All dans l'isoloir? Ça donnerait un point de vue mathématicien sur la citoyenneté et la démocratie. Oui, mais t'as remarqué qu'il n'y avait pas d'isoloir depuis janvier dernier. Donc c'est pas la question, c'est pas la question de savoir si on a pensé à l'interroger ou pas, c'est juste que l'isoloir est une émission qu'on a mise en stand-by pour l'instant. On la reprendra peut-être un jour. On a pensé à beaucoup de monde pour le On a coup. pensé à beaucoup de monde, ça, la question de penser, c'est pas le problème. On manque pas d'idées chez Acropolis, ça, les idées, on en a. Hein. C'est du pétrole qu'on n'a pas. C'est du pétrole qu'on a pas. Voilà. La moquette a disparu. Oui, je l'ai foutue dans le couloir. Du coup, elle encombre toujours, mais les autres. Nous, ça va. Oui, c'est ça. Faudrait qu'on la plie quand même. Tiens, Raphaël. François Ruffin s'est fait recadrer avec sa chemise avec Annie Genevard. Ah ouais, Annie Genevard? Qui lui a fait une remarque sur sa chemise débraillée? Bonjour, salut Dige, bonjour à tous, pardon. Vous avez d'autres histoires du genre de la moquette? Mais qu'est-ce que tu crois, en 3 ans, tu crois qu'on n'a pas que ça en tiroir, des histoires? Sur l'histoire d'Acropolis. Je vous ai raconté la fois où un éclairage a pris feu pendant un stream. Et on a toujours l'éclairage, hein. Il marche plus depuis 1 an, mais on l'a toujours. C'est un souvenir.
Et le coup de l'orage aussi sur les multiprises. Ah ouais, la flotte, un orage des Pyrénées sur les multiprises. Je crois qu'on avait raconté ça. C'était un grand moment ça. Et l'émission a tenu. C'est le miracle. Je me permets une petite correction sur tes propos, hein, parce que Qu'est-ce que j'ai dit? Des fois je t'écoute. Le dernier isoloir, ça date de septembre. Ah ouais? Et ouais. Ah ouais, putain. C'était Linguisticae. C'était Linguisticae le dernier, ouais. Ouais. On en a fait que 4 depuis qu'on est dans les locaux actuels. Ouais, c'est ça, on en avait fait très peu ici. Et on était encore là où on n'avait pas encore de stream room. Ouais. On n'avait pas encore de voisins de bureau d'ailleurs. J'ai pensé à vous en réservant mon fourgon chez Leroy Merlin ce matin. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous pensiez à nous dans ce genre de situation. Parce que nous, au début, on voulait faire une chaîne citoyenne qui parle de politique aux jeunes sur Internet. Et en fait, on est premier sur le camion, sur l'allocation d'utilitaires. Est-ce que Sandrine Lefeur va exploser la tête de travers avant la fin de la législature? Possible. J'espère que ça se fera en direct sur Acropolis. Annie Genevard était en mode full prof de lettres qu'elle est avec Ruffin, chemise débraillée et recadrage dans une prise de parole de l'article 18 du projet de loi agriculture, où il s'est embarqué dans un discours qui n'avait rien à voir, 0 sur 20 pour Ruffin, noté par Madame Genevard. Ah, les règlements de compte, parce que Annie Genevard, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, donc elle présidait la séance, si je dis pas de bêtises. Je rappelle que les séances de l'Assemblée nationale ne sont pas toutes présidées par le président de l'Assemblée nationale, il ne pourrait pas le faire. Puisqu'une fois n'est pas coutume, je rappelle que l'hémicycle de l'Assemblée nationale travaille, pas 24 heures sur 24, mais presque. De 9 heures du matin à parfois 2-3 heures du matin. Donc il se succède en fait au perchoir pour présider les séances. Pour un mec qui veut s'ouvrir à la citoyenneté et découvrir l'échiquier politique actuel, j'imagine qu'Acropolis c'est bien pour ça, des idées pour rattraper le temps perdu. Mais oui, Acropolis c'est bien pour ça, en tout cas c'est pour ça qu'on l'a créé, donc j'espère que ce sera bien, faudra que tu nous dises d'ailleurs si c'est bien, pas assez bien, suffisamment bien ou pas. S'il manque des choses, S'il manque des choses, n'hésite pas, si tu veux t'impliquer, n'hésite pas non plus. Est-ce que j'ai des idées pour rattraper le temps perdu? Non, t'emmerde pas. Bah, on a lancé un serveur Minecraft pour rattraper le temps perdu de ceux qui ne sont pas lancés sur Minecraft quand c'est sorti. Tu peux venir sur Minecraft, viens sur le Discord d'Acropolis, tu verras, tous les jours il y a des gens qui discutent d'actualité politique. Et non, t'emmerde pas à rattraper le temps perdu, hein, ce qui compte c'est l'actualité. Mais bienvenue en tout cas, bienvenue à toi, installe-toi confortablement sur Acropolis, tu es chez toi. J'ai installé un chauffe-eau chez moi ce matin et je n'ai pas pensé à vous pour ce coup-là, désolé. Putain merde, faut qu'on fasse dans le chauffe-eau, ça va pas du tout. Est-ce que comme Combini un jour vous allez bosser pour la com de Vidal? Pourquoi Combini bosse pour la com de Vidal? Non, Combini a interviewé la ministre. Si interviewer un ministre et bosser pour sa com, alors oui, on a l'intention de bosser pour la com, oui, ça c'est sûr. On a des ministres, on a l'intention d'en interviewer. Bonne idée pour le Discord, mais oui. Je suis en train de finir mon mémoire, je pense pas à vous non plus, des os. Est-ce que vous faites la pub du livre de Schiappa? Non. Non, et je l'ai pas lu. Et j'ai pas l'intention. Mais oui, Marlène Schiappa a publié un bouquin. C'est pas la première, hein, c'est fréquent que les ministres en exercice publient un livre. Et on fait pas la pub de livre depuis qu'on a arrêté Acropolis. Ouais. Mais même dans Acropolis, on faisait pas... C'est dommage pour Marlène Schiappa, quoi. On faisait pas de... Je suis pas sûr que Yann avait une folle envie de lire le livre de Marlène Schiappa. C'était un du second degré, en fait. Si on devait rattraper toutes les QAG de la 5ème République pour regarder Acropolis, ce serait chaud. Ah oui, non, toutes sont pas intéressantes. Elle a été interviewée, oui, et ce qu'elle dit, c'est assez complaisant. Bah, c'est normal, c'est Frédérique Vidal. Elle va pas dire des trucs pas complaisants. Combien de membres du gouvernement ont publié un livre érotique? J'en sais rien. Déjà que je lis pas de bouquins, si en plus il fallait que je lise les bouquins des membres du gouvernement. Oui, mais s'ils sont érotiques. Pas beaucoup plus. Mais bien essayé, mais pas beaucoup plus. Genre les ministres ont le temps d'écrire des bouquins. Bah là en l'occurrence, Marlène Schiappa, je crois que son livre est un recueil de lettres qu'elle a envoyé à ses filles. Donc ça c'est facile. T'envoies tes documents Word à l'éditeur et il se démerde. Le souci c'est que Schiappa a fait la promo via les canaux officiels du ministère. Oui, exactement, oui. Oui, c'est-à-dire que le fait que Marlène Schiappa publie un bouquin, à la limite on s'en fout, c'est un événement, c'est un non-événement politique. Le petit détail qui marche pas très bien, c'est qu'effectivement les moyens logistiques du ministère ont servi en partie à faire un petit peu la promo de son bouquin. Et ça, en termes d'utilisation des deniers publics, c'est pas top. À propos d'utilisation des deniers publics, il y en a deux qui sont dans la merde depuis hier. Le premier, j'ai nommé Eric Woerth. Eric Woerth,
Il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, commission extrêmement importante et stratégique. C'est la commission des finances qui travaille sur les aspects budgétaires et financiers de l'État. Autant vous dire que ça rigole zéro. C'est pratiquement une espèce de vice-ministre des Finances. Enfin, c'est extrêmement important comme poste. Or, Éric Woerth a été mis en examen, on l'a appris hier, dans le cadre du financement libyen supposé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà. Éric Woerth à l'époque était trésorier de l'UMP, si je dis pas de bêtises, ou trésorier de sa campagne, non, trésorier de l'UMP je crois, et il aurait reconnu devant les enquêteurs qu'il y a bien eu quelques circulations d'argent liquide, contrairement à ce qu'il avait dit jusqu'à présent, donc il a été mis en examen. On l'a appris hier, il a reçu immédiatement le soutien de l'ensemble des députés du groupe Les Républicains, son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui donc fait bloc derrière Éric Woerth, et le défend. Et l'autre qui est dans la merde, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors qui est dans la merde, non pas encore, parce qu'en fait Jean-Luc Mélenchon il n'est pas mis en examen, pas du tout. Pas encore, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte hier par le parquet de Paris sur le... pas sur le financement de sa campagne électorale, mais sur la surfacturation potentielle de sa campagne électorale de la présidentielle de 2017. Une information préliminaire, ça veut, encore une fois, il n'est pas mis en examen, c'est juste que la justice ouvre une enquête et rassemble des documents. Donc on est vraiment au début de quelque chose qui peut s'arrêter très vite, c'est-à-dire que si ça se trouve les enquêteurs ils vont récolter suffisamment de documents pour dire non mais en fait il n'y a pas matière à, il n'y a rien, bon, voilà, on clôt le dossier, on classe sans suite comme on dit. Soit les enquêteurs peuvent décider de mettre en examen Jean-Luc Mélenchon, ou de l'entendre sous le statut du témoin assisté, ou de placer en examen d'autres membres de son équipe, etc. Voilà. Voilà. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Woerth a eu le soutien de tous les membres de la commission ce matin pour le maintenir à son poste. D'accord. Qu'est-ce qu'on s'en fout des lettres de la ministre à sa fille? Ah, mais alors il y a un principe important avec les livres, c'est que personne ne t'oblige à les lire. C'est ça qui est fou. Sauf les profs de français à la limite, quand t'es au collège ou au lycée. Qui nous gonfle en nous faisant lire les lettres de Stendhal à l'époque. Il peut être débouté pour cette mise en examen. Alors débouté, ça veut dire quoi dans ta bouche à Lilo? Jean-Luc Mélenchon, il n'a rien à faire en l'état actuel des choses. C'est les enquêteurs qui ont ouvert une enquête préliminaire, donc ils jettent un œil. On en est vraiment au stade préliminaire, hein. On jette un œil, on vérifie, on regarde ce qu'on a, et ensuite peut-être qu'ils ouvriront une enquête approfondie, ou pas. Peut-être qu'ils le mettront en examen, ou pas. Et mise en examen, ça veut pas dire condamné, attention, hein. Éric Woerth, pareil, il n'a pas été condamné, Éric Woerth. Mise en examen, ça veut dire que la justice a des soupçons, a des indices graves et concordants, comme on dit, qui justifient le fait de déclencher une action judiciaire, donc un procès. Mais les enquêteurs, c'est pas eux qui jugent, hein. Les enquêteurs, ils fournissent une enquête à la justice, à un magistrat qui, lui, va prendre une décision. Est-ce que Mélenchon pourra être maintenu à la tête de son groupe si jamais il est mis en examen? Ça, la question ne se pose pas. En l'état actuel des choses, il n'est pas mis en examen Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas, en l'état actuel des choses, d'indices, enfin de soupçons. La justice ne soupçonne rien à Jean-Luc Mélenchon. La justice, pour l'instant, elle s'interroge. C'est comme Jérôme Cahuzac, il n'a jamais eu de compte en Suisse. Alors c'est pas comparable parce que Jérôme Cahuzac, lui, a été mis en examen et je jouais condamné. sur ta formulation. Pour la blagounette, pour la voilà. petite référence. Pour créer un amalgame, histoire voilà, je trouve pas les mots, donc je te laisse parler. Où en ont la procédure concernant Nicolas Sarkozy et l'affaire Limienne? Ça, je pourrais pas. À mon avis, c'est plus Mediapart qui pourra te répondre. Faut demander à Fabrice Arfi, il a écrit un bouquin entier là-dessus. Où est-ce qu'on en est précisément? Là, je saurais pas te dire. S'il est vraiment coupable, est-ce que c'est pas dangereux pour tous les gugus des Républicains de soutenir le copain? Mais la question de savoir si Éric Woerth est véritablement coupable ou pas n'appartient pas aux gugus des Républicains comme tu dis. Elle appartient aux magistrats. En l'état actuel des choses, les gugus des Républicains, ou les autres d'ailleurs, s'en tiennent à la présomption d'innocence. Donc voilà. Aurait-on imaginé De Gaulle jouer à Pokémon Go? Mais t'en sais rien, hein. Tu sais, à Colombey-les-Deux-Églises, ils devaient se faire chier, hein. Cahuzac était ministre au moment où il avait avoué son compte en Suisse. J'ai un doute là-dessus. De mémoire, je crois que Cahuzac avait d'abord démissionné du gouvernement avant de reconnaître devant les enquêteurs l'existence de son compte en Suisse.
Fabrice Arfi est passé chez Thinkerview la semaine dernière pour ceux qui veulent un point sur Sarko Libye. Et bah voilà, allez regarder la vidéo de Thinkerview avec Fabrice Arfi. Ça sert à quoi le soutien des Républicains si ça les engage à rien? Non, j'ai pas dit que ça les engageait à rien, parce que le soutien des Républicains, c'est le soutien des députés, les Républicains, qui soutiennent le membre de leur groupe, Éric Woerth, qui est président de la Commission des Finances. Donc tout ça pour dire que Éric Woerth reste président de la Commission des Finances, même s'il est mis en examen, compte tenu du fait que la présomption d'innocence s'applique. Si, au demeurant, il est condamné pour complicité de financement illégal de campagne électorale, là pourra se reposer la question de son maintien à la tête de la Commission des Finances. Voilà, donc le soutien des Républicains, il est politique, il n'est pas judiciaire. Pour répondre à ta question. Voilà, donc ça c'était un peu les deux événements d'hier qu'on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Justement de ce côté-là, mais je crois que c'est tout. Bah la mort de Serge Dassault, oui, après, parce que je pensais au financement illégal de campagne électorale. Tout de suite je pense à Serge Dassault. Et il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits sur Serge Dassault. Est-ce que vous avez parlé du fait que Majoubi veut déposer des lois avec, entre autres, toute start-up peut demander à tout moment le droit de déroger à un règlement ou à une loi en place pour déployer un business model? Non, on n'en a pas parlé, parce que nous on parle pas de sujets comme ça, on commente les députés qui parlent de sujets. Mais moi je sais pas d'où elle sort cette phrase, je l'ai vu circuler sur internet hier. C'est quoi, c'est un avant-projet de loi? Il a annoncé un plan de 100 mesures pour les startups. les startups. Et dans les 100 mesures, il y a une phrase comme ça? Il y aura une phrase comme ça, ouais. D'accord. Je l'ai pas vu non plus. Bah moi, je la comprends pas cette phrase. J'ai besoin d'avoir des précisions. Ça veut dire quoi toute startup peut demander? Elle peut demander à qui? À quoi? Ça veut dire quoi déroger à une loi ou un règlement? Et demander est-ce que ça veut dire que c'est autorisé, Oui, c'est ça. autorisé ou pas. Et de quoi on parle? Enfin, c'est le même plan qui annonce que pour les marchés publics, le plafond sera différent. Pour les startups innovantes. Ouais. Ouais. La commission des finances, c'est bien une des 8 commissions permanentes. Oui, 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 la commission des finances, c'est THE commission. Hein. À l'Assemblée nationale, il y a des commissions MAOS. Hein. Les deux principes, hein, ça veut rien dire. On peut pas hiérarchiser les commissions, ça n'a aucun sens, parce qu'elles sont toutes thématiques. Mais il y a la commission des finances et la commission des lois sont deux des commissions les plus importantes. Après, tu as évidemment la commission des affaires culturelles et de l'éducation, tu as la commission de l'environnement, t'as plein de commissions. La commission des affaires sociales, évidemment, extrêmement importante sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La commission de la défense, évidemment, très importante. Sans parler de toutes les commissions temporaires et thématiques, etc. Je vais sûrement poser une question beaucoup trop fréquente, mais est-ce que les commissions ont un pouvoir politique? Une commission, je vous rappelle qu'une commission, enfin je vous rappelle pas, je vous le dis, une commission c'est une mini-assemblée nationale, en fait. L'Assemblée nationale, si vous regardez l'hémicycle que vous connaissez bien, il y a 577 gus qui sont assis. 577 c'est beaucoup trop pour discuter. Donc, pour travailler, ils ont créé des commissions, donc ce sont des groupes de travail thématiques, où ils ont rassemblé des députés issus de chacun des groupes politiques, donc ils ont répercuté les équilibres politiques de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour travailler sur des sujets thématiques. C'est ça une commission, c'est un mini-hémicycle. Où les équilibres politiques sont les mêmes que dans l'hémicycle. Et l'intérêt de ces commissions, c'est qu'elles ont des moyens spécifiques pour travailler sur leur sujet et qu'elles peuvent plus rentrer dans le fond des sujets. Et notamment, les commissions préparent les lois avant leur examen en séance publique. Donc ils examinent en première lecture, enfin ils examinent les amendements. Les commissions font des auditions, font des enquêtes, font des rapports. Voilà, c'est ça une commission. Donc est-ce que ça a du pouvoir? Oui, très important. Et d'ailleurs, ça va augmenter le pouvoir avec la réforme constitutionnelle. Autre avantage, c'est que les députés ne peuvent pas être spécialistes de tous les sujets. Et oui. Et donc être en commission, ça leur permet de travailler sur une thématique, globalement, et approfondir le sujet au maximum, plutôt que de vouloir aller dans tous les sujets et de faire qu'effleurer tous les sujets, en fait. D'où l'intérêt d'avoir des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Parce que comme ça, on fait confiance aux copains. C'est-à-dire au sein du groupe des Insoumis, par exemple, pour prendre eux comme exemple, ils sont 17. Ils peuvent pas tous les 17 être spécialistes de l'ensemble des sujets. Donc il y en a certains d'entre eux qui vont siéger la commission des affaires sociales, il y en a d'autres qui vont siéger la commission des finances, il y en a d'autres qui vont siéger la commission de la défense. Et ensuite en réunion de groupe, ils se font des points d'info les uns les autres. Bah tiens, toi GG qui est à la commission de la défense, est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur la Syrie, etc. Et on te fait confiance, enfin en gros on te fait confiance. Voilà. Acropolis. En gros les startups veulent pouvoir remettre en cause des statu quo réglementaires ou législatifs histoire de ne pas revivre le psychodrame de Uber et Hitch versus les taxis. D'accord, donc si c'est ça, moi ça me va. Enfin ça me va, je vois pas le... Enfin le fait qu'une startup conteste la légitimité d'un règlement
ou d'une loi ou d'un régime législatif particulier, je ne vois pas le problème. Je trouve ça même normal, en fait, c'est un peu intrinsèque dans la vie d'une boîte innovante que justement de remettre en question les carcans du passé. Et ce qui a été souvent problématique, c'est que les lois évoluent trop lentement par rapport Mais oui, aux besoins des évidemment. entreprises. Mais après, que les startups puissent déroger à la loi, non. Bah non, parce que la loi, elle est là pour protéger. Mais qu'elles puissent organiser des dispositifs qui permettent d'innover dans des trucs, c'est intéressant, quoi. Jean, vu que je sais que tu as trempé dans le milieu parlementaire, ah, j'ai trempé. Cet été, je vais faire un stage de collab parlementaire avec un sénateur. Est-ce que tu as des conseils à me donner pour réussir à faire le job comme il faut ou des idées pour me préparer? Ah, c'est vachement bien ça, Rinoken, pardon. C'est vachement bien. Félicitations. C'est cool ça. Tu vas faire un stage de collab parlementaire chez un sénateur. Eh ben écoute, c'est compliqué pour un stagiaire d'être hyper efficace pour un sénateur. Le mieux que tu puisses faire, c'est te renseigner au maximum sur le fonctionnement du Sénat. Pour pas que le jour J, au moment où il te parle d'un truc, tu sois largué. Quand il te parle de la commission d'enquête, de la commission, de la feuille jaune, du machin, du truc, etc. Donc essaye de lire des bouquins, essaye un maximum de poncer le fonctionnement interne de la maison, parce que c'est quand même un rouage très particulier. Tout le vocabulaire Tout spécifique. le vocabulaire, etc. Ce que c'est qu'un rapporteur, ce que c'est qu'un rapporteur spécial, ce que c'est qu'un rapporteur pour avis, ce que c'est qu'une commission d'enquête, une mission d'information, ce que c'est qu'une commission permanente, une commission, tout ce que tu veux, etc. Le bureau, la conférence des présidents, etc. Tout ça, il faut que ce soit une gymnastique qui soit claire dans ta tête. Et pour faire le job comme il faut, n'oublie jamais que tu as un job politique. Tu n'as pas un job de fonctionnaire ni un job technique. Donc il faut que tu aies du pif politique, quoi. Il faut que tu sentes ce que veut ton patron, ton sénateur, qu'est-ce qu'il veut changer dans une réglementation, dans une manière de faire, et comment est-ce que ça s'implique pour toi. Voilà. On peut avoir la référence de cette proposition. Bah écoute, je sais pas, apparemment c'est 100 propositions pour les startups de Mounir Majoubi, tu tapes ça sur Google et vois si tu trouves quelque chose. Le lien a été partagé dans le chat par un sub. Ah, formidable, vous êtes des gens Les formidables. subs peuvent partager les liens. C'est philosophieur. Je sais pas si celui-là, je crois. Voilà, merci beaucoup pour tes conseils, Jean. Écoute, c'est des conseils très. Je t'ai pas dit grand-chose, hein, je suis désolé. Je sais plus. Mais bon courage à toi, et puis raconte-nous surtout comment ça se passe ton stage. C'est cool de faire un stage au Parlement. C'est toujours une bonne idée. Comment marche la chaîne? Elle t'embrasse. Ça marche plutôt bien. Elle marche plutôt bien. Bon, il reste 7 minutes avant le début de la séance. On n'a pas du tout parlé de l'actualité à part de Wörth et Mélenchon. Qu'est-ce qu'on a appris? Canal+ qui a perdu les droits de la Ligue 1 de football, ce qui pourrait paraître anecdotique comme sujet, mais qui en fait pose des vraies questions sur l'avenir de Canal+ et donc sur le financement du cinéma en France. C'est toujours ça qui est rigolo. Donc peut-être qu'on va entendre une question à Françoise Nyssen sur ce sujet-là. Un journaliste d'opposition à Poutine qui a été tué en Ukraine. Le commissaire européen au budget allemand qui a dit une connerie en disant que la chute de l'économie italienne c'était bien fait pour les Italiens. Ça leur apprendra à voter. Donc voilà. L'évacuation ce matin du camp de migrants de la Villette avec 1700 personnes qui ont été placées par les forces de l'ordre à l'abri. Voilà, quoi d'autre? Il y a une tribune, une cinquantaine de députés La République En Marche dans l'IB hier pour appeler à légaliser la PMA. Est-ce que ça fera l'objet d'une question au gouvernement? Why not? Il y a l'annonce de Pokémon Let's Go sur Switch aussi. Ah merde, j'ai raté ça. Pardon. Bah peut-être qu'on aura une question au gouvernement sur ce sujet-là, j'espère. En même temps, on va pouvoir jouer en même temps sur le smartphone, rallier le smartphone et la Switch. Pokémon Go et Let's Go Pokémon. Ça va coûter des milliards à Canal+ la perte de la Ligue 1. Bah c'est pas tant un coût qu'un manque à gagner. Et qui dit manque à gagner dit quand même une fragilisation du modèle économique de Canal+, quoi. Qui est déjà bien fragilisé de base. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser au gouvernement? Sur des sujets d'actualité, je précise. D'après une brève publiée par l'Express, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont remarqué durant l'année dernière, les autorités redoutent que, en cas d'attaque, ces repérages ne permettent à des complices d'entraver l'accès au secours au lieu de l'intervention en plaçant des obstacles sur l'itinéraire, ou pire encore de provoquer un super attentat. De quoi?
sapeurs-pompiers ont remarqué que, en cas d'attaque, des repérages. J'ai pas compris. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pourquoi avec Meghan Kane, on chope quand même des putains de Magikarp? Avec Megha Kane. Putain, j'ai compris Meghan Kane. Je me dis, c'est quoi, c'est une actrice, je connais pas. Bonne question. Ils ont perdu la Ligue 1, comment ils l'ont vendu? Non, non, ils l'ont pas vendu. Ils ont pas obtenu le marché. C'est un consortium qui a acheté les droits. Vous savez que les droits sportifs sont vendus, les droits de diffusion, comme on dit, et ils ont été achetés par quelqu'un d'autre que Canal+, qui n'a pas obtenu les droits cette année. Pour les années de 2020 à 2024, pour être précis. Ah, ils ont remarqué le comportement étrange, voire inquiétant d'individus postés à proximité de certaines casernes dans la capitale. Ah bon, d'accord. Ok, ok. Mais sinon, il y a pas des sujets d'actualité que vous voudriez poser? Parce qu'il se passe quand même deux trois trucs dans le monde en ce moment. Dans le monde ou en France, hein, d'ailleurs. On a parlé de Mahmoudou Gassama hier. Il y a eu des nouveaux problèmes en Israël et en Palestine. Oui, Des missiles qui auraient été envoyés depuis la bande de Gaza, non? depuis la- Le par les Palestiniens, et du coup il y a une réunion d'urgence au Conseil de sécurité ce soir, convoquée par les États-Unis, demandée par les États-Unis. Déménage les États-Unis, ok. Question pour Hulot, ça va les couleuvres pas trop dures? Bah voilà, ça c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on a appris hier que les députés avaient rejeté un amendement interdisant le glyphosate. Alors interdisant, c'est-à-dire que je rappelle que la France s'était positionnée pour que le glyphosate au niveau européen soit interdit à horizon de 3 ans et non pas 5 ans. Et certains députés voulaient en plus marquer le coup en le mettant dans la loi, et le gouvernement estimait que c'était pas nécessaire, parce que de toute façon c'était déjà dans les objectifs de la circulaire, donc voilà. Mais effectivement, ça pose des questions sur le maintien de Nicolas Hulot au gouvernement, à quoi il sert, tout ça, mais en gros, c'est toujours la même chose pour Nicolas Hulot, quoi. Donc oui, oui, ça peut être une bonne question à poser à Nicolas Hulot. C'est quand qu'il décide s'il reste au département, Hugo? Non, il est pas Hulot, c'est pas au département qu'il reste, c'est au gouvernement. Et c'est cet été, oui, il a annoncé que c'est cet été qu'il prendrait sa décision. Question sur l'économie et l'armée, la mort de Serge Dassault va-t-elle changer quelque chose? Ouais, ça peut être une question sur les ventes d'avions. Alors après, euh, ouais, les ventes de Rafale par la France à l'étranger. Est-ce que la mort de Serge Dassault change quelque chose à ça? Je sais pas. Non, quid de la succession surtout? Qui va reprendre la boutique? La Finlande a réduit son nombre de SDF dans le pays d'un tiers en 10 ans. Une solution pour la France? Ouais, ça c'est une question qu'on pourrait poser. Effectivement. Hum, hum, hum. Mais ouais, carrément. Et il y a aussi ouais, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui est en visite au Japon. Voilà. Il sera invité, donc en tant que président de l'Assemblée nationale française, il sera invité à la chambre basse japonaise, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale dans le régime japonais, pour le 160e anniversaire de l'amitié France-Japon. Sympa. On lui souhaite un bon voyage. Est-ce qu'il y aura un hommage à Serge Dassault? Non. Je ne pense pas. Il y a eu un mot d'un sénateur hier, mais Oui, parce que Serge... d'un député pendant hier, Ouais. mais c'est tout. Comment se positionne la France dans le conflit israélo-palestinien? Écoute, aux dernières nouvelles, la France reste sur sa position, une solution à deux États dans un processus de paix sous égide des Nations Unies. Ça n'a pas changé. Vous pensez qu'il y aura un hommage à Dassault à l'Assemblée nationale? Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas d'hommage Dassault n'a jamais été député, hein. À la différence de son père. Marcel Dassault a été député, puis sénateur. Et de Dassault, il a été maire et sénateur. son fils. Son fils, par contre, l'est, le fils de Serge Dassault, Olivier Dassault. Lui est député. Mais non, non, l'Assemblée nationale va pas faire une minute de silence pour la mort d'un industriel, aussi important soit-il dans l'industrie aéronautique du pays. C'est pas... Il y a eu un hommage au Sénat, mais c'est un hommage qui a été rendu par le Sénat. À ce moment-là, c'est normal, hein, parce qu'il a été sénateur, Serge Dassault. Donc c'est pas absurde que le Sénat se souvienne de la mémoire de notre ancien collègue Serge Dassault, qui est décédé hier, et pour qui on a une pensée, quoi.
Total et son biocarburant à l'huile de palme, jusqu'où le gouvernement va aller pour de l'argent. Ça, il faut que tu regardes la séance de QAG d'hier. On en a parlé de la raffinerie et de l'huile de palme. Oui. Et de la défense du colza en disant c'est bien sympa l'huile de palme, mais il y a aussi du colza qui est cultivé en France et qu'on peut utiliser. Larcher a fait un petit discours puis moment de recueillement. Oui, bah ça m'étonne pas. Dassault qui s'est enrichi avec le sang qui a coulé avec ses armes. Oui, mais pas seulement. C'était aussi Dassault, c'est aussi de l'aviation d'affaires, c'est aussi Dassault Systèmes, c'est beaucoup de choses Dassault. C'est aussi le Figaro. C'est aussi le Figaro, c'est aussi Corbeil-Essonnes. Plein de sources d'enrichissement. On peut pas résumer Dassault à la vente d'armes. Générique. Générique, on se retrouve en direct de l'Assemblée nationale, à tout de suite. Ah, j'ai fini mon café. Attends. Alors qu'on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tiens, ils ont changé l'angle de la caméra. C'est fou ce petit moment de frivolité du côté de la réalisation de l'Assemblée nationale. C'est bien. Donc vous voyez l'hémicycle en train de se remplir. Vous voyez le côté, vous voyez la caméra placée du côté droit de l'hémicycle. Donc on est surtout sur les bancs du groupe Les Républicains. Voilà, qui sont en train de s'installer. Donc du coup, vous voyez en face l'arrivée des députés plutôt à gauche. Et tout le monde se lève au moment où rentre le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Le vice-président en l'occurrence, oui. Puisque François de Rugy est au Japon, comme je viens de le dire. Chers collègues, merci de cet accueil chaleureux. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. C'est Hugues Rançon donc, qui exceptionnellement préside la séance de questions d'actualité au gouvernement. Allez, on commence la séance, c'est parti avec David Lorion. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires et du Logement, le Président de la République nous avait annoncé fièrement au mois d'août l'année dernière qu'il y aurait eu un choc de l'offre, notamment sur l'immobilier et du logement. Le choc, nous l'avons eu, mais il a surtout fait baisser la construction de logements neufs et du logement social. Et malheureusement, les chiffres, je le crains, ne sont pas bons. Ils n'ont pas été bons pour les 6 derniers mois, avec 8,2% de moins sur les 6 derniers mois. La construction de logements collectifs a baissé de 5,6% et la prévision pour l'année 2017, c'est entre 8 et 10% de ventes en moins. Il parle de toute la France ou de la Réunion? Pourquoi observe-t-on tant de craintes, notamment pour la construction des logements? Monsieur le ministre, vous avez 2 constructeurs possibles. Vous avez les opérateurs de logements sociaux, et ceux-là, si vous leur prenez 2 milliards d'euros dans leur poche, c'est-à-dire dans l'autofinancement possible pour qu'ils investissent, assurément, ils ne vont pas beaucoup investir jusqu'en 2020. La deuxième raison, c'est lorsque vous êtes propriétaire. Il faut avoir envie d'être propriétaire. Lorsque vous avez les moyens et que vous sentez que vous êtes une cible pour le gouvernement, croyez-moi, vous n'allez pas beaucoup investir parce qu'on vous promet de fiscaliser... David Lorion, le député Les Républicains de la Réunion, qui s'en prend donc au gouvernement sur la question de la construction de logements. On ne construit pas assez de logements en France, les chiffres sont mauvais. Et les raisons d'après David Lorion, c'est parce que le gouvernement s'en prend à la fois aux opérateurs qui construisent des logements et aux particuliers qui pourraient avoir envie de construire leur maison. Je précise que David Lorion, il a été très critique envers le discours d'Emmanuel Macron sur la politique de la ville. Il était un soutien actif de Jean-Louis Borloo dans le cadre de la rédaction de son rapport. Il a aussi été critique de la suppression de l'APL accession. Il a même participé à une manifestation d'élus locaux début mars. Monsieur le ministre, vous allez me répondre sans doute que la loi Elan va effacer tout ça. Merci beaucoup, monsieur Lorion. C'est la fin de la question, mais oui, c'est 2 minutes. Et pourtant, David Lorion était très clair dans sa question. On a compris en tout cas de quoi il voulait parler. Et donc, c'est l'occasion pour le gouvernement de lui répondre. Julien de Normandie. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Lorion, quelle est la situation? Aujourd'hui, en France, on construit à peu près autant de logements que nous en construisions au début des années 80. Depuis, il y a 12 millions de Français de plus. Depuis, il y a de plus en plus de familles qui divorcent. Et donc, on a une pression sur le logement qui est incroyablement forte. Au moment où on se parle, c'est près d'1,8 million de ménages qui attendent un logement social. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés, on attend que ça se passe? Ce serait très mal nous connaître.
Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? D'abord, oui, on va transformer le logement social. Oui, on va permettre aux personnes et aux bailleurs sociaux de se regrouper. Oui, on va permettre à ces bailleurs sociaux de pouvoir avoir aussi plus de financement avec 10 milliards d'euros apportés par la Caisse des dépôts. Oui, on va créer plus de mobilité au sein des logements sociaux avec une révision des situations sur la base de propositions tous les 6 ans pour faire en sorte que les logements soient bien adaptés aux situations familiales. Oui, on va réécrire le code de la construction. Alors je vous l'accorde, c'est plus dur. On sort de cette simplification que vous avez faite, On va réécrire complètement le code de la construction pour en arracher une page sur 5. Oui, on va prendre des mesures que jamais personne n'a prises sur les bancs de cette Assemblée pour lutter contre les recours abusifs. Et au même moment, on va apporter des solutions pour protéger les plus faibles. On entend des applaudissements sur les bancs de La République En Marche quand Julien Denormandie précise tout ce que le gouvernement va faire pour le logement, notamment dans le cadre de cette fameuse loi Elan. En particulier dans les territoires ultramarins. Et il a parlé des recours abusifs. Vous savez, les recours abusifs, c'est le fait que quand vous déposez un début de construire, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des recours en justice contre cet avis ce permis de construire, et ça ralentit considérablement les dossiers, ça ralentit considérablement les chantiers. Alors oui, monsieur le député, on va s'attaquer, et le gouvernement veut simplifier ça. On va s'attaquer à la racine des problèmes pour apporter des solutions aux Français. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est désormais à madame Monique Iborra. Il y a déjà de l'ambiance dans l'hémicycle. Hein. Laissons parler madame Iborra. Monique Iborra qui a annoncé sur Twitter qu'elle allait parler des EHPAD. La crise des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, révélée dès l'été dernier, a mis en évidence une prise en compte insuffisante ces dernières années de la politique du grand âge, essentiellement axée sur son financement, sans qu'aucun des choix fondamentaux n'ait été tranché, bien que des rapports sur rapports aient évoqué le sujet. Notre modèle de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie est aujourd'hui dépassé. Il ne répond plus d'une part à l'attente de nos concitoyens et désespère d'autre part des personnels très investis en nombre insuffisant et qui sont soumis à des conditions de travail particulièrement difficiles. Ceci induit de nombreuses interrogations et inquiétudes entretenues par une vision de notre société peu valorisante pour ceux qui avancent en âge et pourtant qui seront demain de plus en plus nombreux. Au-delà des enjeux démographiques et financiers qui ont toute leur importance, un véritable défi sociétal et humain est devant nous. Il concerne tous les citoyens et évidemment la sphère politique dans son ensemble qui ne saurait à aucun moment éviter le débat ou se contenter de mesures à effet limité, ce qui a été fait ces dernières années. Ce gouvernement, et particulièrement Madame la ministre de la Santé Agnès Buzyn, ont pris la mesure très rapidement, dès le mois de septembre 2017, après la mission flash que m'avait confiée la Commission des affaires sociales, des enjeux. Voilà, vous comprenez pourquoi Monique Iborra pose une question sur les EHPAD. Elle vient de le rappeler, elle est elle-même vice-présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a été co-rapporteuse d'un rapport, d'une mission d'information sur le sujet des EHPAD et par le passé elle était cadre dans la fonction publique hospitalière. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas mieux placé que Monique Iborra pour parler de ce sujet-là. Et suite au rapport d'information qu'elle a remis, Monique Iborra, la ministre Agnès Buzyn va présenter un plan complet sur la prise en charge de ce qu'on appelle la dépendance, donc le vieillissement de la population, qui évidemment a un impact direct sur les EHPAD. Et c'est Benjamin Griveaux qui va prendre la parole en l'absence d'Agnès Buzyn. Permettez-moi d'excuser Agnès Buzyn qui est en ce moment même retenue au Sénat. 4 générations vont cohabiter et c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et donc il faut repenser notre modèle social et la prise en charge du vieillissement dans ce modèle pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées mais également aux besoins de leurs familles. C'est un modèle qui ne doit pas être uniquement sanitaire, mais qui doit garantir aussi la meilleure qualité de vie possible pour nos aînés et leur pleine inclusion au sein de la société. Tout l'enjeu est de savoir, au fond, quelles sont nos priorités et comment on s'assure de leur financement, un financement juste et solidaire. Nous ne partons pas de rien. De nombreux rapports existent, mais les rapports et les mesures techniques, vous le savez, ne suffisent pas. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que le modèle d'EHPAD doit évoluer, mais aussi le modèle des services à domicile. Il faut penser les deux sujets en même temps, autour de la personne âgée, mais également autour des aidants naturels que sont les familles. C'est la raison pour laquelle
la ministre des Solidarités et de la Santé présente cet après-midi même une feuille de route sur le sujet des personnes âgées et de l'autonomie. C'est une feuille de route globale qui présente à la fois des mesures immédiates, mais aussi trace des perspectives. Parmi les mesures immédiates figure un renforcement de la médicalisation des EHPAD, y compris la nuit avec la généralisation des infirmières de nuit. Plusieurs mesures visent également à favoriser la prévention de la perte d'autonomie. Et ces mesures s'ajoutent à la décision déjà annoncée de neutralisation des effets négatifs de la réforme de tarification pour les EHPAD. Le gouvernement poursuivra également deux autres priorités transversales: mieux soutenir les aidants et mieux former, mieux recruter et mieux fidéliser les professionnels qui travaillent chaque jour auprès des personnes âgées. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est extrêmement déterminé pour un sujet majeur. Ouais, Benjamin Griveaux qui reprend du coup les principales conclusions de la mission d'information des EHPAD, mais qui se garde bien de parler des effectifs. Et évidemment, c'était ce qui était pointé par Véronique Iborra. Monsieur le ministre, le faible nombre de médecins coordonnateurs. Thierry Benoît. Un an que le gouvernement est installé, vous avez la noble mission de conduire l'agriculture française. Et il apparaît déterminant que vous puissiez exprimer votre vision de l'avenir de l'agriculture française, son rôle en Europe et dans le monde. D'autre part, que vous puissiez déterminer la ligne d'horizon et les objectifs précis que vous assignez à la profession agricole. Dans un contexte européen de discussion de la nouvelle politique agricole commune, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à s'exprimer sur le texte en faveur du rééquilibrage des relations commerciales, les défis sont de plusieurs natures. Tout d'abord, la souveraineté alimentaire de la France, question hautement stratégique, le renouvellement des générations en agriculture, grâce à un métier qui doit assurer un revenu digne, toute peine mérite salaire, le défi de l'aménagement harmonieux du territoire. Stéphane Le Foll, à chaque fois qu'il y a une question agriculture, on a le droit à un cadre, à un plan d'image sur Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture. Alors que Thierry Benoît, le député d'Ille-et-Vilaine, prend la parole sur la question du projet de loi sur l'agriculture, il est le chef de file de son groupe sur ce projet de loi, qui est en cours de débat actuellement même. Votre feuille de route pour l'agriculture française. Et je précise que son groupe, le groupe UDI Agir et Indépendant, devrait s'abstenir a priori lors du vote solennel sur le projet de loi. Et international. À titre d'exemple, il y a quelques mois, le président de la République a annoncé un plan de 5 milliards d'euros d'investissement pour l'agriculture. Quelle est votre stratégie pour mettre en œuvre ce plan? Quelle est votre vision pour l'avenir de l'agriculture française? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Thierry Benoît, donc, qui est secrétaire de la Commission des Affaires économiques et que vous avez entendu quand même assez critique vis-à-vis du gouvernement sur la question agricole. Et c'est Stéphane Travert qui va du coup défendre son texte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Benoît, d'abord je veux vous remercier pour votre mobilisation pendant ces 8 jours de débat à l'Assemblée nationale, vous et tout votre groupe. Stéphane Travert qui essaye de gratter un vote. Stéphane Travert qui lui non plus n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours. Il a passé son temps dans l'hémicycle à travailler notamment avec Thierry Benoît sur l'examen des amendements. J'ai eu l'occasion de le faire pendant la discussion. Nous avons porté plus de 2600 amendements qui ont été déposés dans le texte. Tout ne relève pas de la loi, tout n'est pas du niveau législatif. Et comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, nous avons ouvert de nombreux chantiers dans le domaine de l'agriculture. Le grand plan d'investissement, vous en avez parlé, le grand plan Ambition Bio, la réflexion sur le foncier agricole et aussi les ateliers que nous conduisons avec Bruno Le Maire sur la fiscalité agricole. Ce sont des chantiers que nous avons ouverts pour répondre aux besoins de nos agriculteurs, notamment en ce qui concerne la fiscalité, vous le savez, sur l'épargne de précaution. Nous avons aussi travaillé pendant ces 8 jours sur la loi issue des États généraux de l'alimentation qui vise à rééquilibrer le rapport de force entre les différents maillons de la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur, en partant de la construction du prix, en inversant le coût de cette construction chez les agriculteurs, le SRP, l'encadrement des promotions, le renforcement du rôle des organisations de producteurs, les interprofessions et le médiateur. Nous devons également garantir à tous nos concitoyens une alimentation sûre, saine, durable et accessible à tous, en boostant l'approvisionnement local et les produits bio dans la restauration collective, en luttant contre le gaspillage alimentaire et en se donnant les vrais moyens d'une réduction des produits phytopharmaceutiques en agriculture.
Cette loi, c'est le fruit d'un long travail que nous avons mené ici dans l'hémicycle et votre groupe politique y a d'ailleurs apporté une pierre très importante avec la lutte. Stéphane Travert qui se borne à rappeler les principaux objectifs de sa loi, donc, dont le vote solennel devrait arriver, je crois que c'est peut-être juste après la séance de QAG ou alors c'est dans les jours qui viennent, mais qui a rappelé qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de la loi et évidemment le contexte européen et la politique agricole commune, ça joue beaucoup. Madame la ministre, hier, le Parlement européen a adopté définitivement la révision de la directive sur le détachement des travailleurs à 70% de votes favorables. Cet accord européen est une victoire après plus de 2 ans de négociations avec nos partenaires. Je tiens à saluer le travail de l'eurodéputée française et co-rapporteure du texte, Madame Elisabeth Morin-Chartier. Ce vote consacre un certain nombre d'avancées majeures. L'établissement de règles salariales pour un travail égal, salaire égal, la limitation de la durée de détachement à 12 mois, le renforcement de la lutte contre les fraudes, la clarification de démarches administratives et bien d'autres mesures encore. Ces règles garantissent des conditions de travail et des droits équivalents pour tous les travailleurs dans un même pays. Chers collègues, nous partions de loin. La directive de 1996 n'était plus adaptée car tous les travailleurs, aujourd'hui, avancent vers une mobilité européenne qui s'est accélérée. Attends, c'est les travailleurs détachés le sujet ? 16 millions d'Européens travaillent aujourd'hui dans un pays autre que le leur dans l'Union européenne. 500 000 sont des travailleurs détachés, dont 130 000 en France, des travailleurs français détachés ailleurs dans un pays européen. En 10 ans, le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par 9. En France, le travail détaché répond parfois à des problématiques de recrutement pénurique. Je pense au BTP, aux récoltes agricoles ou viticoles. Nous discutons actuellement en commission des affaires sociales le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le titre 3 dispose de mesures nationales pour mieux encadrer et lutter contre la fraude au détachement. Nous souhaitons mettre fin à certaines irrégularités. Et Madame la ministre, Carole Grandjean, donc, qui se satisfait du vote du Parlement européen d'hier sur la question du travail détaché, question qu'on a vu aborder, qu'on a entendu au QAG pendant plus d'1 an. Elle est elle-même DRH, donc elle sait ce que c'est que la question des conditions de travail, que ces questions en tout cas, et voilà. Monsieur le Président, Mesdames et c'est du coup Nathalie Loiseau qui va lui répondre, la ministre de l'Europe. Carole Grandjean. J'étais hier au Parlement européen et ce qui s'est passé est un vrai succès, puisque le Parlement européen a voté à une majorité de 70% des députés en faveur de la réforme du régime des travailleurs détachés. C'est un succès d'abord en termes de calendrier, puisque en 1 an, nous avons remis à plat les termes de la négociation qui nous paraissaient insuffisants et nous avons réussi à convaincre à la fois au Conseil et au Parlement européen. C'est un succès en termes de méthode. Le président de la République s'est personnellement beaucoup impliqué, le gouvernement également, et notamment Madame Pénicaud. Et vous avez raison de rendre hommage à Elisabeth Morin-Chartier, la co-rapporteure française du projet. Quand on a des députés européens sérieux qui croient à ce qu'ils font et qui sont vraiment présents au Parlement européen, on pèse. C'est aussi un succès en termes de méthode parce que nous avons réussi à convaincre très au-delà du camp des pays d'accueil des travailleurs détachés. Beaucoup de pays. C'est un peu le moment cocorico hein, sur les travailleurs détachés. Nathalie Loiseau qui ne cache pas son plaisir de ce vote à 70% au Parlement européen sur le nouveau régime des travailleurs détachés. Social vers le haut. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui nous avons concrétisé le principe à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Nous avons réduit à 12 mois la durée du travail détaché et la transposition se fera en 2 ans. Nous avons donc obtenu tout ce que nous souhaitions. Mais il faut aller plus loin et nous le savons au travers des consultations citoyennes. Les Français attendent que l'Europe sociale progresse. Nous sommes favorables par exemple à la mise en place d'une autorité européenne du travail qui permette de lutter efficacement contre les fraudes et nous avons passé de nombreux accords avec des pays d'origine des travailleurs détachés pour lutter contre ces fraudes, pour pouvoir démontrer ce à quoi nous croyons profondément, l'Europe qui protège. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Ferrara. L'Europe qui protège. Merci Monsieur. Peut-être qu'on entendra parler des travailleurs détachés. Jean-Jacques Ferrara, on l'écoute. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire, vous revenez d'un déplacement de 4 jours en Côte des déchets. Même si cette compétence échoue à la collectivité de Corse, nous le savons.
En effet... Alors on a eu un léger bug de son. Jean-Jacques Ferrara, c'est un député corse qui parle de la gestion des déchets en Corse. Une solution technique efficace et pérenne aux crises itératives des déchets qui frappent notre territoire. Cette problématique qui concerne toutes les régions, plus aiguë chez nous, du fait de l'insularité et de l'absence de choix qui perdurent. En effet, depuis 2015, lorsque je présidais la communauté d'agglomération, rien n'a avancé. Le projet d'une unité de tri et de valorisation que nous portions, conforme à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, chère à votre prédécesseur, Madame Royal, projet au service d'un tiers de la population de l'île, permettant la réduction d'au moins 50% de la part qui va à l'enfouissement. Merci Axtabs. Est au stade de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il aurait pu être opérationnel dès 2019. La prochaine crise se profile en juillet, en l'absence de solution à court terme, compte tenu de l'urgence, à savoir la saturation et la fermeture. Et oui, c'est le bordel en Corse sur la gestion des déchets, c'est ce qu'est en train d'expliquer Jean-Jacques Ferrara à l'issue d'une... excusez-moi, on a un tout petit problème de stream, on revient tout de suite. Suite à une visite de Nicolas Hulot sur place, il y a un problème de gestion des déchets. Et donc il demande des solutions de retour à Paris après la visite du ministre. Il dit c'était très sympa de venir nous rendre visite, mais qu'est-ce qu'on va faire du coup pour la gestion des déchets en Corse? Je précise que Jean-Jacques Ferrara, il est chirurgien maxillofacial et praticien hospitalier. Quelle est votre position? Maxillo, c'est les maxillaires, c'est ça, c'est tout ce qui est la bouche, la mâchoire, tout ça. Il est conseiller municipal d'Ajaccio et il est le successeur de l'actuel maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Quels que soient les moyens engagés dans cette voie, cela prendra du temps, de l'argent et qu'il restera toujours des déchets ultimes. Que préconisez-vous à court et moyen terme? Thermolyse et valorisation efficace, susceptibles d'être mises en place le plus rapidement possible avec le concours et la diligence des services de l'État. Merci beaucoup, monsieur. Je crois que le site internet de l'Assemblée nationale est en PLS. Ça ne nous empêche pas de comprendre de quoi parlait Jean-Jacques Ferrara et ça ne va pas nous empêcher d'écouter la réponse du ministre. Et c'est Nicolas Hulot du coup qui va répondre en personne. Jean-Jacques Ferrara, vous l'avez évoqué, je me suis rendu en Corse hier et avant-hier pour faire un point sur l'ensemble des dossiers relatifs à la transition écologique et solidaire. Bien évidemment, nous avons longuement évoqué ce sujet crucial des déchets sur l'île qui est une situation préoccupante, héritée malheureusement, il faut le reconnaître, de nombreuses années d'inaction. Mais moi, je ne cherche pas les responsables. Comme vous, je vais essayer de trouver les solutions. Le dialogue avec les élus du territoire a permis d'esquisser une sortie de crise et j'ai confié à la préfète de région la mission de la mettre en œuvre. Pour résoudre cette crise, il y a d'abord un consensus fort sur la priorité absolue à donner au tri sélectif où la Corse a encore malheureusement beaucoup de retard. Ah bah il faut trier vos déchets les copains. Parce que le sujet n'est pas de la compétence de l'État que nous allons rester à l'écart et indifférents sur ce sujet-là. J'ai donc décidé que l'État accompagnera notamment les intercommunalités dans la mise en œuvre de solutions pratiques, y compris avec des financements de l'ADEME, à condition que les résultats puissent être mesurables et que des objectifs clairs soient pris. Par ailleurs, tout le monde s'accorde sur le fait que la Corse, comme vous l'avez dit... Ouais, alors ça pareil, là Nicolas Hulot, il a été très diplomate dans sa réponse. En gros, il dit, nous on veut bien donner plus de moyens aux collectivités locales de Corse sur ce sujet-là, mais on veut pas abreuver un panier percé, c'est-à-dire qu'on veut bien travailler et donner de l'argent à condition que les objectifs soient clairs et que les moyens pour parvenir à cet objectif soient fixés ensemble. Aux collectivités dont c'est le rôle de décider quelle est la meilleure option, mais sans en mettre aucune de côté, dès lors qu'on réduit le volume, et je pense effectivement qu'il ne faut pas s'interdire que sur les déchets ultimes, ils puissent participer du bouquet énergétique. En tout cas, je suis convaincu, comme la Corse l'a fait sur les sacs plastiques, que la Corse peut enfin prendre en charge, avec l'aide de l'État, ce sujet crucial. Merci bon, bah Nicolas Hulot qui a l'air assez confiant après cette visite de l'île de beauté sur la question de la gestion des déchets. Désolé pour ce problème d'image et de son, c'est la première fois que ça nous arrive. Sa jeunesse est une société qui n'a pas d'avenir. Comment accepter que chaque année, 100 000 jeunes sortent de notre système scolaire et universitaire sans diplôme? Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Une société qui néglige sa jeunesse est une société qui n'a pas d'avenir. Comment accepter que chaque année, 100 000 jeunes sortent de notre système scolaire et universitaire sans diplôme? Or, nous savons que la meilleure garantie contre le chômage reste le diplôme. En effet, 48,4% des jeunes sortis sans diplôme ou avec uniquement le brevet des collèges sont au chômage. Et que dire des 1,3 million de jeunes que l'on appelle les NEET, qui ne sont ni en formation ni en emploi? Chiffre tout aussi alarmant, 34% des jeunes bacheliers professionnels sont au chômage 7 mois après l'obtention de leur diplôme. Et paradoxalement, en bélier économique aidant, de nombreuses entreprises peinent à trouver des jeunes. Nous sommes en fait face à de nombreuses problématiques. La voie professionnelle, qu'elle soit scolaire ou par la voie de l'apprentissage, souffre d'une image dégradée. Certaines voies professionnelles sont attractives, comme le bac professionnel gestion-administration, mais il n'insère pas.
D'autres voies sont très insérantes, comme les métiers de l'industrie, mais ils n'attirent pas. Devant cette complexité, nous comprenons que les familles et les enseignants hésitent à choisir la voie professionnelle lors de la phase d'orientation. On en a parlé au moment de Parcoursup avec vous. Vous étiez nombreux à dire qu'il fallait revaloriser les voies professionnelles. C'est un peu ce qu'essaye de faire Sylvie Charrière. Sylvie Charrière, elle était prof d'EPS, éducation physique et sportive. Elle est aujourd'hui vice-présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et elle a déposé un amendement au projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel pour créer une classe de 3e appelée prépa métier, qui prépare à la voie professionnelle les collégiens. État, branches et régions pour actualiser les diplômes et pour organiser les passerelles entre les lycées et les CFA, mais aussi les entreprises pour prendre leurs responsabilités sociétales de formation, de transmission des savoir-faire. Pouvez-vous nous exposer, Monsieur le Ministre, les mesures que vous comptez mettre en place pour transformer la voie professionnelle et lui redonner la place qu'elle mérite, celle d'une voie d'excellence qui permettra à nos jeunes de s'insérer? Je vous remercie. Sylvie Charrière, en marche vers la formation professionnelle, La parole est à Monsieur Jean-Michel. qui du coup donne l'occasion à Jean-Michel Blanquer de préciser ce qu'il veut faire pour la voie professionnelle. Je rappelle qu'il est en pleine réforme du lycée et qu'il veut faire une réforme des lycées pro. On l'écoute. Merci pour cette question extrêmement importante puisqu'elle porte sur le sujet que je considère comme étant l'un des plus importants que j'ai à traiter. Dès que je suis arrivé dans ma fonction, dit que c'était ma deuxième priorité. Ma première priorité étant l'école primaire. La deuxième priorité, c'est l'enseignement professionnel, pour toutes les raisons que vous venez très bien d'exposer. Lundi dernier, j'ai pu annoncer la réforme de la voie professionnelle que nous avons pu élaborer à la suite du rapport élaboré par la députée Céline Calvès et le chef cuisinier Régis Marcon, et à la suite de concertations avec les organisations syndicales et avec les régions. Cette réforme va répondre à ce que vous venez d'énoncer comme enjeu. D'abord, premièrement, parce que ce que nous allons encourager, c'est l'attractivité de l'enseignement professionnel. L'attractivité déjà concrète, physique, notamment en encourageant le fait que chaque lycée professionnel appartiendra à un campus et ou à un réseau thématique national avec les branches, réseau thématique géographique en lien avec les régions, pour offrir un panel de possibilités aux élèves. On en parlait, les campus feront envie, il y aura des espaces verts, il y aura des équipements sportifs, il y aura des internats, il y aura aussi dans les mêmes lieux le lycée professionnel, le centre d'apprentissage, l'incubateur d'entreprise, une partie d'une université, autrement dit un endroit qui fait envie et où il y a de l'interaction entre des acteurs différents liés à la vie économique et académique. Deuxièmement, nous allons faire évoluer les diplômes dans un sens pragmatique et dans un sens adapté au XXIe siècle, en tenant compte de la révolution numérique et des enjeux de la transition écologique qui transforment les métiers, créent des métiers. Et troisièmement, nous allons faire évoluer la pédagogie en tenant compte du savoir-faire splendide de nos 50 000 professeurs de lycées professionnels qui ont un savoir-faire recherché, les savoir-faire à la française, mais aussi un savoir-faire qui va du concret à l'abstrait et qui peut mener à des métiers réels pour nos jeunes qui ainsi auront un emploi. Merci beaucoup. Jean-Michel Blanquer, donc, qui donne toute son ambition pour la réforme de la voie professionnelle. Il a commencé sa réponse en rappelant que c'était pour lui absolument prioritaire. Président, merci. Allez, Jean-Hugues Ratenon. Après le travail, il retient toujours son uniforme. Mais là, il est parti. Il a sauté d'un pont en tenue de travail. C'est symbolique. Ça veut dire je saute pour montrer que c'est mon travail qui m'a tué, mais pas le reste. Propos d'Élodie, la compagne d'Alexandre. Mon fils est un héros, dit son père. Alexandre Gonod, jeune rayonné de 27 ans, a choisi le suicide pour attirer les projecteurs sur le sort de ses collègues de travail. 10 jours avant, c'était Natacha, mère de famille de 40 ans, qui se suicidait. Ces deux fonctionnaires ultramarins travaillaient à Fleury-Mérogis. À cela, il faut rajouter 7 suicides de détenus, qui eux aussi méritent l'attention. Combien en faut-il encore? C'est connu de tous, les conditions de travail sont déplorables dans les prisons de France et ces suicides devraient vous interpeller sur la nécessité de débloquer les moyens pour permettre à ces surveillants de travailler dans des conditions dignes. Pourtant, les syndicats ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. À Fleury-Mérogis, 60% du personnel viennent des Outre-mer. Nos jeunes y arrivent ici à cause du chômage de masse. Mais le désenchantement arrive vite, trop vite, pour l'administration pénitentiaire. Les Outre-mer sont une chance, comme l'était aussi l'esclavage avant 1848. Vous devez réagir.
Il est urgent de réagir. Il est temps de mettre... J'ai pas compris le parallèle avec l'esclavage, mais Jean-Hugues Ratenon, en tout cas le député réunionnais, qui tire la sonnette d'alarme sur un sujet grave, celui du suicide des salariés. Vous l'avez entendu commencer sa question en racontant cette histoire, ces quelques témoignages de personnes qui se sont suicidées à La Réunion. Avant d'enchaîner sur les conditions de travail dans l'administration pénitentiaire. Jean-Hugues Ratenon, il était agent technique, il a aussi été poissonnier par le passé. Monsieur Jean-Hugues Ratenon. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et du coup, sur la pénitentiaire, c'est évidemment la garde des Sceaux qui va lui répondre. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ratenon, je tiens en tout premier lieu à exprimer ma profonde compassion et ma solidarité à l'égard des familles, des personnes qui ont connu un tel drame. Je tiens ici à le dire, et ma solidarité et ma compassion s'exprime également à l'égard des personnels de Fleury-Mérogis, aussi bien de leurs collègues surveillants que des équipes de direction qui ont, je crois, vécu extrêmement... Oui, c'est ça, c'est des employés pénitentiaires à Fleury-Mérogis en métropole qui venaient de La Réunion qu'il faut être et qui se sont suicidés. Vigilant à l'égard des informations qui circulent sur ces moments douloureux et sur ce qui reste des décisions souvent très complexes et très personnelles. Je voudrais dire ici que la lecture des réseaux sociaux qui diffusent parfois des informations non vérifiées réclame de notre part à tous un minimum de distance et de vigilance. J'avoue ne pas bien savoir à quoi fait référence Nicole Belloubet, mais précisément à votre question, pour répondre précisément à votre question, monsieur le député, nous avons pris 3 dispositions qui, je l'espère, parviendront à porter ce type de drame. La première de ces réponses, elle résulte de la loi de programmation, du projet de loi de programmation que je porterai devant vous et qui vise à faire diminuer, entre autres, la surpopulation carcérale. Nous savons que c'est un des éléments de la difficulté d'exercice des personnels pénitentiaires. La seconde réponse, elle résulte dans le protocole d'accord qui a été signé au mois de janvier dernier avec l'une des organisations syndicales représentatives et qui contient pour les personnels de surveillance des mesures de sécurité très précieuses. La troisième réponse réside dans la mise en place d'un groupe de travail sur les risques psychosociaux qui a été... Nicole Belloubet, donc la ministre, la garde des Sceaux qui, suite à ces suicides d'agents pénitentiaires, est sous le feu des projecteurs et qui devait donc répondre aujourd'hui. Elle a présenté les 3 chantiers qu'elle met en œuvre pour améliorer les conditions de travail dans la pénitentiaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. Madame la ministre, vous allez prochainement devoir vous prononcer sur le projet de schéma directeur concernant la ligne ferroviaire POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Au nom de mon groupe et de la plupart de mes collègues concernés par cet axe important et en lien avec le président de l'association Urgence POLT, M. Jean-Claude Sandrier, je souhaite attirer votre attention sur l'enjeu majeur pour nos territoires que représente cette ligne classique qui relie Paris à Toulouse par le centre de la France. Il s'agit d'une ligne que l'État avait classée comme une des 3 lignes de train d'équilibre du territoire, structurante, la 3e radiale française la plus longue, qui dessert près de 20% du territoire national, des territoires trop longtemps délaissés et qui aujourd'hui espèrent se redynamiser avec l'aide et l'accompagnement de l'État. Ce que nous demandons, c'est un investissement complémentaire relativement modéré sur les infrastructures, afin de contribuer à mettre Limoges à 2h30 de Paris et gagner ainsi 45 minutes jusqu'à Toulouse. Mais aussi la rénovation des matériels roulants, afin qu'ils soient en mesure de se déplacer sur une ligne... J'aime bien quand on parle de matériel roulant, on parle de train, bordel. Nadia Essayan, vous l'avez compris, la députée du Cher qui parle de cette ligne chère à son cœur, c'est le cas de le dire, la ligne POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, un vieux projet de ligne ferroviaire. Pour qu'on ne parle plus de diagonale du vide, mais d'un cœur battant lorsque l'on regarde au centre d'une carte de France. Madame la ministre, nous connaissons votre attachement à la modernisation du réseau classique, au développement de la cohésion territoriale. Cela implique une plus grande facilité de circulation, une proximité accrue de nos territoires entre eux et avec Paris.
Nadia Essayant, je précise qu'elle est née de parents palestiniens, elle a vécu au Maroc, en Côte d'Ivoire et au Liban. Et elle est aujourd'hui secrétaire du groupe d'études sur les enjeux de la ruralité. Du territoire national. Merci. Et quand on dit qu'elle est cadre associatif, ça veut dire qu'elle est déléguée nationale de l'Action catholique des milieux indépendants. De la transition écologique et solide. Merci, monsieur. Brune Poisson va lui répondre sur cette ligne de train. Madame la députée Essayant, je vous réponds à la place d'Elisabeth Borne qui est de son côté retenue au Sénat. Ah. La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, POLT, va dans les 10 ans à venir bénéficier de nombreux investissements. Et cela pour renouveler à la fois son infrastructure et ses trains. Vous le savez, pour ce gouvernement, désenclaver les territoires et les relier aux métropoles sont une priorité. Et c'est donc pour ça qu'à l'horizon 2025, une desserte sera proposée, une desserte de qualité à l'ensemble des voyageurs de l'axe. Qualité en termes de régularité, mais aussi de temps de parcours. Et donc, d'ici 2025, c'est une enveloppe de 1,6 milliard d'euros que nous prévoyons d'allouer au réaménagement de la ligne POLT. C'est aussi, d'ici 2025, la totalité de la ligne, des trains de la ligne qui seront remplacés. Un appel d'offres a été lancé fin 2016 et les offres viennent être remises. La signature du marché est prévue au printemps 2019. La livraison des nouvelles rames pourra intervenir dès 2023. Et donc, Madame la députée, vous le voyez, dès 2025, les voyageurs de cette ligne bénéficieront donc d'un service plus fiable, avec une infrastructure renouvelée. Les incidents devraient donc être réduits de moitié. Un service plus rapide. Et ben voilà, 2025, des nouvelles rails, des nouveaux trains qui roulent dessus, c'est bien. Et plus confortable puisque les rames seront entièrement neuves. C'est le sens du schéma directeur de la ligne qui vous sera proposé en juillet prochain. Oui, des nouveaux rails, pas des nouvelles rails, oui, pardon. Bon, bah on ira à Limoges en 2025. Monsieur Michel Delpont. Michel Delpont. Merci, Monsieur le Président. Sauf s'il y a grève, oui, effectivement. À Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. L'hydrogène, à condition qu'il soit vert, est une des réponses aux enjeux de la transition énergétique, tout en garantissant l'indépendance de la France face aux Chinois qui contrôlent 90% de la production mondiale des batteries en 2030. Si industriels et usagers commencent à prendre conscience qu'il nous faut sortir du diesel et de l'essence, et je tiens ici, Monsieur le Ministre, à souligner votre détermination en annonçant en juillet dernier la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040, il nous faudra aussi repenser notre stratégie face aux véhicules hybrides et aux 100% batterie pour passer à la mobilité avec des piles à combustible. La mobilité, c'est aussi le train. Alors que seule la moitié du réseau français est électrifiée, l'autre moitié, soit 15 000 km de voies ferrées, fonctionne en général avec des trains tirés par des motrices diesel. Ouais, c'est du diesel. Nos voisins allemands, puis italiens et maintenant autrichiens ont fait le choix du train à hydrogène. Il nous faut emboîter le pas sans tarder. Eh ben ça tombe bien, on cherche à renouveler le matériel roulant sur la ligne qui va à Limoges. Est-ce qu'on foutrait pas des trains à hydrogène dessus? En implantant notre premier train à hydrogène sur la ligne TER reliant Bordeaux-Bergerac à Sarlat. Ou celle-là. N'est-ce pas? Les applications de l'hydrogène sont nombreuses. Alimentation électrique des data centers. Camions réfrigérés avec piles à combustible au Japon. Stockage sous forme d'hydrogène et d'électricité produite à partir de l'énergie solaire à La Réunion. Prototype d'ascenseur permettant de supprimer l'utilisation du plomb et du cadmium. Développement de biopiles. Michel Delpont, donc vous l'aurez compris, il fait un combat personnel du développement de la filière à l'hydrogène et des énergies et des alternatives énergétiques. Son autre domaine de compétence particulier, c'est le pinard, puisqu'il a été négociant en vin pendant très longtemps. Et il s'est beaucoup engagé dans l'action humanitaire après avoir survécu au tsunami au Sri Lanka en 2004. Merci beaucoup. Michel Delpont qui donc aujourd'hui pose une question pour le développement de l'hydrogène. Et c'est Nicolas Hulot qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur, car je suis intimement convaincu, et vous m'aiderez à en convaincre les uns et les autres, que l'hydrogène jouera un rôle important dans la transition énergétique. C'est une révolution potentielle pour les systèmes énergétiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la baisse des prix spectaculaires des énergies renouvelables, comme vous l'avez dit, il devient enfin possible de produire des quantités importantes d'hydrogène à bas coût et évidemment sans émissions de gaz à effet de serre. Mais l'hydrogène peut aussi devenir une solution majeure dans notre mix énergétique demain. Comment?
Tout d'abord, en rendant possible le stockage à grande échelle des énergies renouvelables, permettant ainsi de rendre crédible... Mais c'est vachement difficile à stocker l'hydrogène, on est d'accord? Si je me souviens bien de mes cours du lycée. Pour combler les intermittences du solaire et de l'éolien. Enfin, l'hydrogène, s'il est produit à base de renouvelables, peut contribuer à la mobilité sans émissions. Des trains, des flottes de camions, des flottes municipales, des bus, permettant ainsi d'apporter une réponse aux problèmes de qualité de l'air. Vous le savez mieux que moi, vous l'avez évoqué, l'Allemagne et les Pays-Bas expérimentent en ce moment même des trains à hydrogène fabriqués en France. Et je pense que ces trains à hydrogène trouveront également leur vocation. Oui, c'est ça, c'est compliqué à stocker et à produire. C'est pourquoi, en tout cas, non, j'ai un doute. Je présenterai vendredi un plan pour l'hydrogène qui visera à faire de notre pays un leader mondial de cette technologie. Pour cela, j'ai décidé de proposer de fixer à 10% la part d'hydrogène produit. Enfin bon, bref, si je me souviens bien, moi, l'hydrogène, pour le stocker, il faut le mettre en format liquide. Et pour le mettre en format liquide, il faut le refroidir tellement que ça demande énormément d'énergie. Enfin, c'est un vague souvenir, mais je ne sais pas si c'est encore vrai. En tout cas, vous entendez Nicolas Hulot qui est hyper motivé par le sujet de l'hydrogène. Il y croit dur comme fer, il l'a dit au début de sa réponse. Ça fait partie de l'avenir de la transition écologique. L'hydrogène, il faut développer l'hydrogène. On peut faire avancer des trains, des camions et des flottes municipales avec ça. En France, ne loupons pas cette transition énergétique. Soyons les premiers sur cette filière. Nicolas Hulot qui reçoit un tonnerre d'applaudissements de la part de la majorité En Marche. On sent qu'il y a beaucoup de députés qui veulent qu'il reste au gouvernement. Nicolas Hulot, je vous rappelle qu'on attend cet été pour savoir s'il souhaite rester au gouvernement. Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, François Molins, le procureur de Paris que tout le monde a appris à connaître malheureusement à travers les événements de ces 3 dernières années, nous alertait il y a quelques jours en direct à la télévision, expliquant que sur les années 2018, 2019, 2020, nous allions avoir respectivement 25, 17 et 22 terroristes condamnés pour terrorisme qui seraient remis en liberté à l'issue de leur peine. Et puis dans les années qui suivent, c'est une 50aine de terroristes qui seront à nouveau remis en liberté. Il disait clairement que, loin d'avoir expié, entre guillemets, leur erreur, ils se sont sans doute renforcés dans leur radicalisation en prison. Ils sont en réalité les précurseurs de 500 autres personnes condamnées pour terrorisme qui se trouvent en prison et qui y resteront dans les années à venir, et puis de 1200 condamnés de droit commun qui se sont radicalisés en prison. Ce problème est un problème évidemment extrêmement préoccupant, et ce que le procureur Molins explique, c'est qu'il va y avoir besoin de s'adapter à une menace qui est inédite et qui s'est sans doute renforcée malgré la prison. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas que le gouvernement ait voulu anticiper. Et je souhaiterais savoir quels sont les moyens mis en place pour qu'on ait la certitude de pouvoir suivre toutes celles et tous ceux qui, sortant de prison, deviennent un danger bien plus grand pour la société qu'ils ne l'étaient avant d'y entrer sans doute. Deuxième question, est-ce que l'organisation ou une organisation spécifique a été prévue, imaginée pour que tous les services de police, de gendarmerie, de justice, je le souhaiterais d'ailleurs, puissent travailler ensemble, y compris avec les maires et les collectivités locales qui souvent peuvent avoir des alertes précurseurs, même sur des gens qui viennent de sortir de prison et qui se répartissent sur le territoire. Troisième question, est-ce qu'il y a des moyens juridiques nécessaires, nouveaux, pour faire face à cette menace inédite? Parce que la surveillance accrue, ça demande... Jean-Christophe Lagarde, il est président du parti politique l'UDI et il pose une question sur le terrorisme et sur la sonnette d'alarme qui a été tirée par Jean-François Molins, le procureur de Paris, compétent en matière d'antiterrorisme, sur la sortie de prison des radicalisés. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui lui répond sur ce sujet très important. La France est confrontée à une menace durable, endogène, diffuse, élevée. Nous le savons, et François Molins, qui exerce avec brio des responsabilités éminentes dans la lutte et la répression contre le terrorisme, le sait mieux que quiconque. À l'occasion d'un entretien télévisé, il a effectivement indiqué ce qui est la réalité, c'est-à-dire le fait qu'après exécution de leur peine, un certain nombre de détenus vont recouvrer la liberté en application du droit et en application de la condamnation dont ils ont fait l'objet. Vous avez donné les ordres de grandeur sur environ 70 000 détenus, c'est 1500, 1600 qui font l'objet d'un suivi pour radicalisation, c'est 500 qui ont été condamnés ou sont poursuivis pour des faits liés au terrorisme, et c'est en effet une vingtaine d'individus qui seront libérés au cours de l'année 2018 et une vingtaine d'autres qui seront libérés au cours de l'année 2019. Un mot pour vous répondre sur la question que vous posez et pour dire que par 2 lois de 2016, une loi de juin et une loi de juillet 2016, les conditions d'exécution des peines
et de libération conditionnelle, entre guillemets, de libération conditionnelle, ont été durcis et renforcés, adaptés à la spécificité terroriste. Un deuxième mot pour dire que des procédures sur lesquelles Mais c'était ça la question de savoir si un prisonnier est jugé dangereux, il ne peut pas sortir de prison. Il n'y avait pas un sujet comme ça en 2016. Gendarmes, police nationale puissent effectuer un suivi particulier des individus qui entrent dans ces catégories et qui sont, le moment venu, remis en liberté. Un mot enfin pour dire que s'agissant des mineurs, car il existe des mineurs qui sont détenus pour des faits, ou en tout cas qui sont suivis pour des faits comparables, un dispositif spécifique d'accompagnement permanent des mineurs a lui aussi été mis en place, ce qui permet, avec le renforcement très net des moyens opérationnels mis à la disposition des services de police, de gendarmerie et de la DGSI, dans le cadre de l'augmentation des effectifs que l'Assemblée nationale a voté, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté, ce qui nous permet de mettre en place un suivi effectif des personnes qui se trouvent dans la situation que vous indiquez. Mais c'est un suivi extrêmement attentif, sans naïveté, respectueux de la loi bien entendu, mais sans naïveté qu'il faut mettre en œuvre et pour lesquels l'ensemble des services de l'État s'est organisé. Vous évoquez la question, Monsieur le Président, d'une plus grande coordination ou de meilleurs échanges d'informations entre les services de l'État et les maires. Vous savez comme moi, pour les mêmes raisons que moi, combien lorsque la relation avec l'État se passe dans de bonnes conditions, il peut y avoir un plus très net en matière de sécurité à faire que l'échange soit fluide entre l'État et les municipalités. Le procureur Molins a lui-même indiqué qu'il considérait qu'il fallait aller encore au-delà dans la qualité et dans l'intensité des relations entre les services de l'État et les maires. Je crois qu'il a raison. Mais vous savez comme moi, Monsieur le Président, que cet échange d'informations est très compliqué à mettre en œuvre. Il exige une confiance qui ne se décrète pas. Et oui, c'est pas facile d'échanger des sujets, des informations extrêmement confidentielles et extrêmement sensibles sur des personnes potentiellement radicalisées avec les élus locaux. Donc Édouard Philippe, il est d'accord avec l'idée sur le principe, mais il veut que les choses soient bien mises en place pour éviter les dérives. Qui jouent un rôle éminent en matière de sécurité, qui ont accès à des informations. Et Jean-Christophe Lagarde, ça a l'air il a l'air d'être d'accord avec ça. C'est intéressant, on voit l'UDI qui a l'air globalement d'accord avec Édouard Philippe, alors qu'on a vu les mots des députés Les Républicains qui, en écoutant le Premier ministre, avaient l'air de dire ouais, franchement, tu nous convaincs pas beaucoup avec tes histoires. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Édouard Philippe qui marche sur des œufs, hein. C'est vraiment pas un sujet facile. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, en tant que président du groupe d'amitié avec la Russie, j'ai eu l'honneur d'accompagner le président de la République lors de sa visite à Saint-Pétersbourg les 24 et 25 mai. Visite qui a permis une avancée réelle sur plusieurs sujets majeurs. Le dialogue des civilisations, des cultures, des économies, des religions est une nécessité, une condition sine qua non de la paix comme de la postérité. Le président de la République a souhaité, dès le début de son mandat, inscrire ce dialogue, en l'occurrence celui des sociétés civiles, au cœur de sa politique extérieure, en mettant en place le dialogue de Trianon. Rappelez-vous, le dialogue de Trianon, c'était qui réunit des parlementaires de tous bords. Emmanuel Macron qui reçoit Vladimir Poutine à Versailles qui est au début de son quinquennat. Nous nous sommes attachés à échanger de façon fréquente et sans faire d'impasse sur nos divergences avec nos homologues de la Douma, comme avec d'autres acteurs politiques, économiques ou universitaires. La visite du président à Saint-Pétersbourg, si elle s'inscrit dans la continuité de cette volonté de dialogue, revêt une dimension plus forte et plus stratégique. S'il est indispensable d'évoquer un certain nombre de sujets complexes comme l'accord sur le nucléaire iranien, la Syrie, l'Ukraine ou les cyberattaques, il convient de replacer les relations bilatérales franco-russes dans un contexte géopolitique plus large qui met en lumière la place de l'Union européenne et du multilatéralisme dans notre stratégie. Dans un contexte international chargé d'aléas et d'incertitudes, la France... Porte de Caroline Janvier qui prend beaucoup de circonvolutions langagières pour faire remarquer que les relations entre la France et la Russie, c'est un petit peu compliqué ces dernières années. Je précise que Caroline Janvier, elle a étudié pendant un an à Moscou entre 2002 et 2003 et qu'aujourd'hui, députée, elle a seulement 36 ans, elle est présidente du groupe d'amitié France-Russie à l'Assemblée nationale. Madame Janvier, la parole. Et donc vous avez compris sa question. Quid des relations entre la France et la Russie? Et Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, lui répond. Caroline Janvier, vous l'avez rappelé, depuis son élection, le président de la République tient
au président Poutine un langage exigeant, un langage de vérité. Ce sont les principes qui ont dominé la visite officielle à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Vous l'avez rappelé aussi, notre politique étrangère est autonome, indépendante. Elle n'est ni soumise aux décisions unilatérales du président américain, ni naïve quant aux positions du président Poutine. D'ailleurs, le président Macron l'a rappelé publiquement à Saint-Pétersbourg. Il a appelé la Russie à respecter nos intérêts, à respecter notre souveraineté et à respecter le fait que nous étions dans une solidarité sans faille avec nos collègues, avec nos partenaires européens. Ce à quoi Poutine a répondu « Da ». Qu'il y a eu des avancées qui ont été concrétisées au cours de cette rencontre dans le domaine de la sécurité internationale. Nous avons progressé sur l'Iran, non seulement dans la constatation de la nécessité de poursuivre l'accord de Vienne, mais de l'élargir aux autres questions de sécurité. Nous avons aussi progressé sur la Syrie, c'est le point le plus important, par la mise en place d'un dispositif de coordination entre les puissances. Nous avons progressé aussi sur l'Ukraine, avec la nécessité de relancer au mois de juin prochain ce qu'on appelle le... Et oui, c'est très tendu les relations entre la Russie et l'Ukraine. On se souvient de la crise ukrainienne qui avait mis sous forte pression la diplomatie européenne il y a quelques années maintenant. Et Jean-Yves Le Drian qui a raison de rappeler que l'enjeu avec la Russie, c'est pas tant les échanges économiques, etc. C'est la zone irako-syrienne. Et tout cela dans une volonté de poursuivre, puisque ensemble les présidents ont décidé que le dialogue se poursuivrait pour vérifier la bonne mise en œuvre des engagements importants qui ont été pris. Ah, excusez-nous, on a un petit bug. Alors que je reconnais la voix du Get Bello. À la réunion où Alexandre Gonod voulait... Les présidents ont décidé que le dialogue se poursuivrait pour vérifier la bonne mise en œuvre des engagements importants qui ont été pris ensemble à Saint-Pétersbourg. Beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Huguette Bello. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Justice. L'émotion est vive, en effet, à Fleury-Mérogis et à la réunion où Alexandre Gonod voulait repartir vivre et travailler. Ce 22 mai, ce jeune homme de 27 ans s'est suicidé. 10 jours plus tôt, une de ses collègues avait mis fin à ses jours. Dans l'intervalle, un gardien avait été blessé par un détenu radicalisé. Tous trois travaillaient au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Tous trois sont originaires des Outre-mer. Ces drames renvoient une fois de plus aux conditions de travail des surveillants pénitentiaires, une surpopulation carcérale en augmentation constante, un personnel en sous-effectif chronique ont fini par provoquer un climat de violence et d'insécurité inouï. L'angoisse et le stress sont devenus le lot quotidien des surveillants. Ces drames font aussi s'interroger sur des méthodes de management qualifiées de toxiques par celles et ceux qui les subissent et qui dénoncent la pression insoutenable et aveugle qu'on leur impose. Avant de se jeter du haut du pont d'Autun-Carville, Alexandre a donné plusieurs signes d'alerte. Après une agression dégradante de la part d'un détenu du quartier disciplinaire, il n'a même pas bénéficié du protocole de prise en charge prévu. Personne ne l'a accompagné à l'examen médical et il a dû se présenter seul à l'hôpital. 15 jours d'arrêt maladie lui ont alors été prescrits pour cause de burn-out. Mais il ne terminera jamais sa première journée de reprise. Fleury-Mérogis est la plus grande prison d'Europe. Elle est aussi celle où sont affectés de très jeunes fonctionnaires. Plus de la moitié des surveillants viennent des Outre-mer. Les personnels, comme leurs familles, comptent sur vous, Madame la Ministre, pour faire toute la lumière sur... Huguette Bello, la deuxième députée de la séance, a s'exprimé sur le sujet de ce suicide d'un surveillant pénitentiaire de Fleury-Mérogis qui venait de la Réunion. Elle est également, elle aussi, élue de la Réunion. Elle a été maire de Saint-Paul pendant longtemps. Je précise qu'elle a été directrice d'école maternelle par le passé, que c'est son 5e mandat de députée. Et donc c'est à nouveau Nicole Belloubet qui va reprendre la parole sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Madame la députée Bello. Pardonnez-moi, je vous cherchais. Je voudrais dire que votre question à la fois fait écho à des drames individuels et à une interpellation collective. Les drames individuels, vous les avez énoncés. Fort justement, vous évoquez la situation d'une surveillante qui a mis fin à ses jours une semaine environ avant la disparition de M. Gonod. Elle était atteinte d'une longue
longue et douloureuse maladie et son entourage a expressément demandé à notre administration d'être silencieux et d'avoir la plus grande discrétion à ce sujet. Alexandre Gonod a, lui, été la victime collatérale d'une agression contre un autre détenu et il s'est trouvé atteint par un jet de liquide. Il n'a pas voulu porter plainte immédiatement et c'est sa hiérarchie et ses collègues présents qui ont dû insister pour qu'il accepte de déclarer l'incident en accident du travail. Il a alors fait l'objet de l'accompagnement qui s'impose et il n'a pas jugé immédiatement nécessaire d'être accompagné à l'hôpital. En toute hypothèse, il s'agit bien de drames individuels qui, évidemment, nous interpellent collectivement et j'en ai pleinement conscience, Madame la députée. Au-delà de ces situations individuelles, il est certain que la difficulté particulière et les risques qui entourent les métiers pénitentiaires méritent notre plus grande attention. C'est ce que nous faisons avec vraiment la plus grande vigilance. La direction de l'administration pénitentiaire, eu égard aux difficultés inhérentes au contexte carcéral, travaille de longue date sur la question des suicides. Un accompagnement pluridisciplinaire d'un réseau de c'est compliqué dans la même réponse de dire c'est des situations individuelles et on travaille sur la question des suicides dans la pénitentiaire. Les travaux sont conduits sur les rythmes de travail. Ça fait aucun doute dans l'esprit des députés qu'il y a un lien avec les conditions de travail très difficiles des agents pénitentiaires. Pour que ces questions collectives ne débouchent pas sur des souffrances personnelles. Madame la ministre, la parole est compliquée. à Monsieur Michel Fongé. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. Vous avez récemment évoqué les grandes lignes de la nouvelle loi sur les mobilités. Les mesures que vous entendez prendre devraient conduire à la suppression de la gratuité des autoroutes, et ce, dans la perspective de financer de nouveaux aménagements. Cela correspondrait à privatiser encore plus notre réseau autoroutier, mesure contre laquelle François Bayrou s'était opposé depuis de nombreuses années. Même si l'intention d'amélioration du réseau routier est louable, je souhaite aujourd'hui me faire l'écho de nombreux territoires qui sont particulièrement inquiets de cette décision. L'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers a été construite dans les années 90 à l'initiative du président Giscard d'Estaing pour désenclaver les territoires ruraux du Massif central. Elle est la colonne vertébrale de ma circonscription puisqu'elle la traverse de part en part. Chaque jour, ce sont près de 81 000 véhicules qui la empruntent gratuitement, permettant ainsi à des milliers de nos concitoyens de se rendre au travail et permettant aux entreprises de nos territoires de fonctionner. Rendre cette autoroute payante serait mettre un coup d'arrêt au désenclavement de nos territoires, certaines communes ne disposant pas de réseau secondaire pour rejoindre les principaux centres urbains. Rendre cette autoroute payante... Bon, vous avez compris la question de Michel Fongé. Michel Fongé, c'est le député donc, du Puy-de-Dôme. Il est cardiologue au CHU de Clermont-Ferrand. Il ne veut pas qu'il y ait un péage sur sa circonscription, évidemment. Si ses électeurs se mettent à devoir payer pour rouler, ça va gueuler. Comptabilise la majeure partie des accidents. Rendre cette autoroute payante, c'est toucher au pouvoir d'achat de nos concitoyens dans une période où ce dernier doit au contraire être soutenu, au-delà même du fait que cette autoroute a été déjà financée une première fois par le contribuable. Pouvez-vous nous assurer que l'A75 restera gratuite, comme l'avaient promis vos prédécesseurs, en échange d'un allongement de la durée des concessions octroyées aux sociétés autoroutières, et ce, afin de ne pas pénaliser encore plus les territoires... Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez nous assurer que l'A75 restera gratuite? C'est la seule question qu'on demande à Elisabeth Borne. Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ah, c'est Brune Poirson à nouveau qui répond. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Fongé, je tiens à vous rassurer sur les situations des autoroutes A75 et A20. Comme vous le dites à juste titre, ce sont les grands axes de désenclavement des territoires qui doivent être préservés, et c'est bien le cas du Massif central. Et donc le gouvernement n'envisage pas de soumettre au péage les automobilistes qui utilisent ces autoroutes. Cependant, le Code de la voirie routière autorise déjà la mise à péage des voiries du réseau routier national sous statut autoroutier. C'est pour ça qu'on y recourt quand c'est nécessaire, et en particulier lorsque nous devons faire des travaux d'aménagement importants et indispensables à la sécurité des usagers ou à la réduction de la congestion du trafic routier. L'État conduit aussi des mises en concession quand le coût d'un investissement important doit être assuré par l'usager. Par exemple, un appel d'offres a été lancé par l'État pour une mise en concession de la RCEA dans le département de l'Allier. Cela a permis d'accélérer les travaux de transformation de cette route qui est reconnue par tous comme dangereuse.
Pour ce qui est spécifiquement de l'autoroute A75, soyez rassurés, il s'agit d'une autoroute récente qui a été conçue, comme je le disais en introduction, pour désenclaver les territoires ruraux et notamment le Massif central. Il n'y a donc absolument aucune intention de l'État de mettre cette autoroute à péage pour les automobiles. En l'occurrence, Michel Fanget, il a posé une question sur l'autoroute A75. Il avait déjà écrit une question à Elisabeth Borne sur le sujet, donc c'est pas un sujet inconnu de la part du gouvernement. J'ai pas bien compris la réponse de Brune Poirson qui a dit on n'a pas l'intention de le faire mais on le fait quand même parce que c'est possible de le faire et parce qu'on a besoin d'argent. David Habib. Et vous interrogez Monsieur le Premier ministre et débutez mon propos par une citation. Ce que je vois chaque jour ne ressemble en rien à ce que décrivent les nouveaux pourfendeurs de la supposée générosité de notre modèle social. Fin de citation. Ainsi s'exprimait le vice-président à la solidarité du Conseil général de Saône-et-Loire, Benjamin Griveaux, en 2012. En 2018, le même Benjamin Griveaux, devenu ministre, évoque dans la presse parisienne l'État-providence et stigmatise l'aumône républicaine. On aura, mes chers collègues, noté une légère inflexion. Les propos de David Habib qui ironise sur le passage à droite de Benjamin Griveaux aussi. Au pas de danse de messieurs Darmanin et Le Maire sur la même question et au rapport de Bercy qui entend réduire les aides sociales. Monsieur le Premier ministre, il est temps que vous exprimiez. Car pour les cadeaux aux plus riches, les Français ont compris. Instauration de la flat tax, suppression de l'impôt sur la fortune et bientôt de l'exit tax. Même François Bayrou, jamais avare de conseils, s'inquiète dans Sud-Ouest qu'Emmanuel Macron ne soit perçu comme le président des riches. Pour les Français aux revenus moyens ou modestes, vous êtes plus confus. Oh, ils savent que vous avez augmenté la CSG, réduit les APL et refusé de revaloriser les retraites, notamment agricoles. Mais pour l'avenir, selon qu'ils écoutent les uns ou les autres, ils ne savent pas. Ils commencent toutefois à comprendre que sur la prime d'activité ou les allocations chômage, vous préparez en catimini quelque chose. On n'est pas sur la question de l'efficience des aides sociales. Il y a accord là-dessus. On est sur le maintien d'un niveau de solidarité à l'égard de tous les Français. Et donc sur cette question, nous entendons, Monsieur le Premier ministre, que vous exprimiez. David Habib qui pose la question aide sociale du jour et qui dénonce directement, évidemment, les déclarations de Gérald Darmanin contre les aides sociales en France. Et c'est Benjamin Griveaux du coup qui va répondre, Benjamin Griveaux qui a été nommément mis en cause par la question de David Habib. On l'écoute. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la qualité de vos lectures. Je veux dire que le Premier ministre a eu l'occasion de s'exprimer ce matin et qu'il fallait donc avoir une écoute attentive du compte-rendu du séminaire gouvernemental qui s'est tenu. Les politiques sociales qui ont été conduites dans ce pays depuis 30 ans ont échoué, vous le savez, un seul chiffre suffit à résumer cela. 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, un enfant sur 5, 3 millions d'enfants, et c'est aussi le bilan du quinquennat que vous avez soutenu. Ah, ça c'est la réponse, c'était pas mieux avant. Derrière ces chiffres, monsieur le député, il y a... Benjamin Griveaux qui clash directement avec les socialistes en disant bah, c'était vous qui étiez au pouvoir pendant les 5 dernières années, qu'est-ce que vous avez branlé contre la pauvreté? C'est l'assignation sociale, c'est l'impossibilité pour des millions de nos concitoyens de pouvoir choisir sa vie, de la construire librement et même d'imaginer qu'il est impossible de sortir de la si, il était socialiste Benjamin Griveaux, il était porte-parole de Manuel Valls. Pour leurs enfants, elle est là. C'est un peu son bilan à lui aussi du coup. Insupportable. Il est là le caractère insupportable de l'échec des politiques sociales qui ont été conduites. Que proposez-vous? De l'indignation, des bons mots, de continuer comme si de rien n'était, de poursuivre dans la même direction. Quand nous avons un objectif clair, en finir avec les inégalités de destin, en finir avec les inégalités qui font que parce que nous naissons dans un mauvais quartier ou dans un milieu social défavorisé, nous y sommes condamnés à vie. C'est ce que nous faisons en investissant dans l'éducation, en investissant dans la formation. La présidente socialiste l'allocation chômage universel qui gueule contre Benjamin Griveaux en même temps que son groupe. Monsieur le député, c'est ce que nous faisons. Monsieur le député, Boris Vallaud aussi qui se met à gueuler. La prochaine élection, mais la prochaine génération. Et les cris de la gauche qui sont couverts par les applaudissements en marche. C'est le petit règlement de compte qui va bien. Merci, Monsieur le ministre. Et les députés en marche qui font un tonnerre d'applaudissements à Benjamin Griveaux qui a rappelé la ligne du gouvernement. Mes chers collègues, pourrions-nous écouter les réponses apportées par le gouvernement dans le calme et le respect, quel que soit...
C'est con, c'était assez calme comme séance jusque-là. La parole est désormais à monsieur Alexandre Freschi. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et concerne l'une des étapes clés pour nos agriculteurs dans leurs obligations annuelles. En effet, depuis le 16 mai dernier et jusqu'au 11 juin 2018, les agriculteurs doivent déclarer doivent faire état des caractéristiques de leur exploitation et de la nature de leur activité via la plateforme numérique Télépac. De cette déclaration dépendra l'obtention et le montant de leur aide dans le cadre de la PAC. Or, chaque année, nombre d'agriculteurs ne perçoivent pas les aides auxquelles ils peuvent prétendre normalement du fait de difficultés techniques liées à l'utilisation de cette plateforme Télépac. Dans le cadre du rapport que je porte avec mon collègue André Chassaigne, une agriculture durable pour l'Europe, que je présenterai demain matin en commission des affaires européennes, j'ai rencontré sur ma circonscription un agriculteur qui, pour un simple oubli de coche sur la télédéclaration, a vu son aide amputée à hauteur de 10 000 €. J'ai rencontré un autre agriculteur pour qui son aide a tout simplement été annulée. C'est comme quand tu te fais radier de Pôle emploi parce que tu as oublié de déclarer. Qu'en moyenne, ces aides dépassent 100% des revenus des éleveurs. Enfin, c'est beaucoup moins rigolo pour les agriculteurs dont on imagine bien la difficulté. Un outil numérique engendre de telles conséquences économiques sur la profession. Consciente des enjeux de cette télédéclaration, les chambres d'agriculture proposent des services d'accompagnement qui, s'ils permettent de réaliser au mieux ces démarches, restent néanmoins payants. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Ministre. Alors que le gouvernement porte cette exigence de simplification dans les échanges entre l'usager et l'administration, quelles mesures seront prises pour l'amélioration de la qualité des services rendus et pour Alexandre Freschi, qui est enseignant en centre de formation, il est exactement maire de son village d'adoption Castelnau du Guppy jusqu'en 2017, et il pose une question sur la télédéclaration nécessaire pour avoir des aides de la politique agricole commune. Alexandre Freschi, pardon. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la qualité du travail que vous menez avec le président Chassaigne en préparation de la nouvelle PAC. Et demain, vous le venez de le Alexandre Freschi, qui est spécialisé sur la lutte contre la désertification médicale. Sachez que j'y souscris pleinement. Vous m'interrogez sur les déclarations Télépac. Je suis particulièrement attentif, bien évidemment, aux outils qui sont développés pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux aides qui soient facilement utilisables et qui ne les pénalisent pas. La campagne de télédéclaration a été à ce titre exemplaire. Je veux vous en donner quelques chiffres. Au niveau national, 347 252 dossiers ont été télédéclarés entre le 1er avril et le 15 mai. La cible estimée de l'ordre de 350 000 dossiers est ainsi atteinte. C'est la première fois que l'on atteint d'ailleurs ce niveau dans ces délais. La dernière journée de télédéclaration a été importante. Plus de 30 000 dossiers ont été déposés pour cette seule journée. Ce résultat positif traduit les bonnes conditions de déroulement de la campagne des télédéclarations. Des améliorations du dispositif ont porté sur l'ergonomie. Des améliorations ont permis aussi d'améliorer les outils de déclaration, mais aussi la mise en place d'alertes qui guident les usagers et permettent de fiabiliser les déclarations et d'éviter ainsi certaines erreurs. Le gouvernement s'était engagé le 21 juin 2007 à un retour normal du calendrier de paiement des aides de la PAC pour les aides de la campagne 2018. Le bon déroulement de la campagne de déclaration achève ainsi la première étape dans la réalisation de cet objectif qui est attendu par tous nos agriculteurs. Il reste possible de déposer des dossiers pendant la période de dépôt tardif du 16 mai au 11 juin 2018 et les dossiers déposés pendant cette période seront soumis à des pénalités de retard 1% par jour. En outre, les dossiers déposés avant le 15 mai peuvent être modifiés jusqu'au 31 mai inclus, sans implication de pénalité de retard. Voilà, monsieur le député. Bon, Stéphane Travers qui se veut rassurant en disant qu'on fait tout pour accompagner les agriculteurs dans leur télédéclaration. C'est la fin de cette séance de questions au gouvernement. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. On a abordé plein de sujets différents. Je tiens à remercier très chaleureusement les bénévoles qui ont préparé cette émission. Amy, Perceval, Benoît, Adrien et Samuel. Merci beaucoup à vous 5. C'était pas si chaud que ça. Hier, ça a beaucoup gueulé. Hier, la séance était très agitée. Aujourd'hui, un peu moins, à l'exception du moment où Benjamin Griveaux s'est fait prendre à partie directement par David Habib, avec un petit règlement de compte entre En Marche et les socialistes. Mais à part ça, on a parlé de sujets quand même assez graves entre le terrorisme et le suicide d'agents pénitentiaires.
On a parlé de l'Europe, on a parlé de la Russie. On a parlé de plein de trucs aujourd'hui. Non, on a parlé de plein de trucs, ouais. On a parlé des EHPAD aussi. On a parlé d'agriculture. Perso, elle m'a pas plu, rendez l'argent. Ah merde. Je pensais que ça gagnerait plus et que Wörth se ferait lyncher, je suis déçu. Mais non, mais les députés, ils se lynchent pas entre eux aux questions au gouvernement. Hein. C'est pas trop le... C'est pas un dialogue entre les députés, c'est un dialogue entre les députés et le gouvernement. Donc c'est assez rare que pendant les questions au gouvernement, ils s'en prennent les uns aux autres. Et quand ça arrive, en général, c'est très mal perçu. Surtout quand il y a des affaires judiciaires en cours. Une fois que les conclusions sont rendues, on peut toujours, mais une mise en examen, ce n'est pas une déclaration de culpabilité. Ils ont dit quoi sur les EHPAD? Agnès Buzyn a dit qu'elle tirerait les conclusions de la mission d'information de Monique Iborra notamment, donc du rapport qu'elle vient de remettre. Et elle a dit qu'effectivement la question de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes et notamment de la question de la prise en charge de la dépendance était au cœur de ses préoccupations et qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir. Elle a évidemment, c'est pas le bon mot, mais elle est restée assez silencieuse sur la question des moyens humains à disposition des EHPAD. C'est pas elle qui a répondu, hein. Non, c'était pas Agnès Buzyn, c'était Benjamin Griveaux. C'est Benjamin Griveaux qui a répondu pour Agnès Buzyn qui a été retenue au Sénat, qui n'a pas pu répondre directement. C'est déjà fini, bah oui. Bah oui, il est 16h10 en même temps. Hein. C'est de 15h à 16h, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait des changements. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des questions qui ont manqué selon vous? Est-ce qu'il y a des questions qui étaient en trop? Moi je pense pas, j'en sais rien. On a parlé aussi du logement. Et des incitations financières à la construction de logements. On n'a pas parlé de l'évacuation des migrants à la Villette à Paris. On a parlé de l'enseignement professionnel aussi, avec Sylvie Charrière. Non, vous voyez, quand on fait la liste des sujets d'actualité qui pourraient être abordés, on tombe souvent à côté. Enfin, c'est pas qu'on tombe à côté, parce que c'est pas une question de tomber pile ou pas, mais les députés sont beaucoup plus créatifs que ce qu'on pourrait penser. On a parlé d'hydrogène aussi, avec Nicolas Hulot qui a eu un tonnerre d'applaudissements. Et on a parlé des trains, on a parlé de la ligne POLT, Paris-Orléans, Limoges-Toulouse. Est-ce qu'ils ont parlé de l'enfant sauvé par Mamadou hier ou aujourd'hui? Alors c'est pas Mamadou, c'est Mamoudou. Et c'était hier, oui ils en ont parlé. Regarde le replay sur la chaîne Acropolis Replay. Notamment Édouard Philippe qui a répondu à la question. Et Édouard Philippe, qui a le Premier ministre en personne, qui a félicité Mamoudou. On ne tombe pas à côté à la rédaction des QAG, on est pro ultra lucide. Bon d'accord, on s'est un peu planté vers la fin. Mais non. Pas du tout, vous avez été au top. Équipe de préparation de qualité. Équipe de préparation de qualité. Salut Timo Fishman. Hop. Ah d'accord. Extra lucide. Non, oh, c'était marrant Stéphane Travers qui ne tarit pas d'éloges envers les députés UDI pour leur travail de qualité dans le cadre des discussions sur la loi agriculture. Messieurs, mesdames, votez mon texte. Ce serait con quand même que le groupe UDI ne vote pas ce texte pour lequel il a déposé tant d'amendements. Et après tant de jours et de nuits de travail. C'est quand la prochaine Libre Antenne? C'est demain soir, jeudi soir, comme tous les jeudis à 21h, c'est Libre Antenne sur Acropolis. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à créer cette habitude. On essaye de faire des émissions toutes les semaines, le même jour à la même heure, pour essayer de créer une habitude et tout, et j'ai l'impression que ça imprime pas. Je sais pas, faut qu'on fasse le bilan à la fin de la saison. C'est quand les QAG? Arrêtez de troller. C'est pas très Charlie. Mamoudou pourrait faire un très bon coureur zingueur. Alors c'est pas son ambition, parce que Mamoudou, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les informations, qu'il souhaite intégrer les pompiers de Paris, et qu'il va donc faire un service civique avec les sapeurs-pompiers de Paris.
En tout cas, c'était un super live comme d'hab. Merci Jean. Mais de rien, le gros gag. Ravi que ça t'ait plu, ravi que ça vous ait plu, si ça vous a plu, si tant est que ça vous ait plu. Nous, on fait ce qu'on peut. Hein. Pourquoi un service civique, je comprends pas. Bah, parce que ça va lui permettre d'intégrer directement une brigade de sapeurs-pompiers comme 4e homme et d'être sur le terrain, de voir comment ça fonctionne, voir si ça lui plaît, et à l'issue de son service civique, peut-être qu'il pourra commencer une formation. Pourquoi pas un service civique? C'est à ça que ça sert, un service civique. Hein. Entre autres, ça sert aussi à s'engager. Mais comme Mamoudou, il veut absolument s'engager dans les pompiers, puis il faut dire que c'est cohérent avec le geste qu'il a fait. C'est pas complètement absurde. C'est pour découvrir. Ouais, c'est pour découvrir. Mais vous aussi, faites ça. Hein. N'hésitez pas à utiliser le service civique aussi pour ça. Je suis très déçu que Jean ne soit pas revenu sur les matchs d'hier à Roland-Garros, info prioritaire. Ah, putain, mais moi tu sais, Roland-Garros, mais ça me passe tellement à côté. Déjà, j'ai pas le temps, on travaille comme des chiens en ce moment. Sylvain, il a encore bossé comme un taré jusqu'à tard hier soir, on s'est levé tôt ce matin. Un jour, on fera des commentaires de Roland-Garros. Ce soir, on va être obligé de se coucher tard parce qu'il y a un apéropolis. Ce soir, on boit des coups, ouais. Vous avez eu des orages impressionnants avant-hier soir. Ouais, hier soir aussi, on a eu des orages hyper impressionnants à Paris. Bon, en ce moment, c'est la saison des orages, il n'y a pas de... Wawrinka a perdu, je suis triste. Je sais même pas qui c'est. C'est un tennisman. C'est un tennisman, d'accord. Suisse. Ah bah en plus, c'est terrible. C'est fini, je viens d'arriver. Ah bah oui, des mandrelles, je suis désolé, va falloir que tu regardes le replay. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est sympa les replays aussi. Ça arrive à des gens bien. Surtout avec le pouce bleu qui va bien et le commentaire qui va bien. Il y a un apéro, oui, si vous êtes à Paris, vous pouvez venir boire l'apéro avec nous. Info sur le Discord. Info sur le Discord d'Acropolis. Mais c'est pas un apéropolis, hein, c'est un petit apéro tranquillou avec les gens qui sont de passage. Et une petite idée, pourquoi pas une nouvelle émission consacrée au sport? Bah ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, c'est toujours pareil, des émissions, on manque pas d'envie de faire de nouvelles émissions, on manque de budget pour les financer, d'infrastructures pour les supporter, et puis sur le sport, il faudrait trouver une logique avec la ligne éditoriale d'Acropolis. On pourrait très bien faire une émission sur le sport, sur la lecture politique du sport, hein, bien sûr. Le sport, c'est aussi un puissant moyen de citoyenneté, hein, de dialogue, les valeurs du sport, etc. Je suis pas du tout contre le sport, bien au contraire. Et aussi par rapport aux JO, par rapport à... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah bah tiens, on pourrait imaginer une couverture des JO pour 2024. Ce serait intéressant de réfléchir, bon, on a le temps parce qu'on est qu'en 2018, mais comment est-ce qu'une chaîne comme Acropolis peut couvrir les Jeux Olympiques de manière intelligente et citoyenne, tu vois? Sur chacune des délégations de pays, on pourrait faire des commentaires géopolitiques et tout, je sais pas, j'en sais rien. Je réfléchis à haute voix. Qui reprend la suite de Dassault? Je sais pas. De toute façon, la suite était déjà prévue, hein. Dassault... c'est toujours son bras droit qui est PDG de la boîte, je sais plus comment il s'appelle. Bon, sachant que lui il était plus, entre guillemets, plus que président du conseil. De la holding familiale, même pas de l'entreprise. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas Serge Dassault, 93 ans, qui était au bureau tous les matins à 8 h pour gérer les contrats, etc. Non. Il était au bureau tous les matins à 12 h de la holding, sur les Champs-Élysées. Nous aussi, la holding d'Acropolis, ça sera sur les Champs-Élysées. On rachètera les locaux de la holding d'Assaut. J'aurai mon bureau pour gérer ma holding familiale. Et notre cantine sera le Fouquet's. Bah oui, évidemment. Évidemment, on va débarquer en t-shirt, transpirant comme des connards. Bon, on vient de décharger le camion avec la moquette. T-shirt superfétatoire. Donc voilà. Bon, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je remercie à nouveau les bénévoles qui ont préparé cette émission. Un grand merci à Amy, Perceval, Benoît, Adrien et Samuel. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup à Sylvain et à Raphaël en régie. On se retrouve
Demain soir, non demain à 14h30 sur Acropolis pour Party Time, l'émission présentée par Adrien. N'hésitez pas à discuter avec lui sur Twitter, il est souvent à vous poser des questions sur ce que vous voulez discuter dans son émission. Donc c'est une émission, je le rappelle, qui a lieu tous les jeudis à 14h30 et qui parle spécifiquement de l'actualité des partis politiques. Donc à mon avis demain ça va un petit peu parler de Méluche et d'Éric Woerth. C'est possible. Je vous spoile pas. Voilà, je vous fais des bisous, bonne fin de soirée, mettez des pouces bleus dans tous les sens, vous connaissez la pratique. À très bientôt, générique, fin d'émission, ciao.